Voilà, donc j'accueille aujourd'hui donc Émilie et Charlotte qui vont se présenter, qui sont techniciennes au GDS, donc et qui vont présenter leur travail, qui utilisent la bioélectronique déjà depuis quelques années. Et donc on va voir ça en détail sur une petite heure ou un petit peu plus. Les questions, vous les poserez s'il vous plaît après. On va vraiment dérouler la conférence. Notez vos questions et donc après, quand ce sera terminé, vous ouvrirez votre micro et vous poserez votre question. On va essayer de fonctionner comme ça pour que ce soit audible pour tout le monde. Voilà. Donc c'est parti. Donc Émilie, si tu veux commencer par te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Émilie, donc j'ai une formation d'ingénieur en agriculture et je travaille au GDS du Lot depuis une dizaine d'années. Donc le GDS, ça veut dire Groupement de défense sanitaire et c'est une association d'éleveurs où on s'occupe de toutes les problématiques de santé animale sur le département et de prophylaxie. Donc avec Charlotte, notre rôle, travaille plus sur l'organisation de formation et sur le conseil en élevage. Voilà. Ok. Donc Charlotte, tu veux te présenter? Oui, alors moi, j'ai fait une formation, j'ai une licence pro, donc un bac plus 3. Donc j'avais fait mes stages, j'ai eu la chance de faire mes stages au GDS du Lot, donc je connaissais déjà Émilie. Je suis partie travailler ensuite 4 ans sur Nantes, en Loire-Atlantique, dans un organisme privé de conseil en élevage. Et puis je suis revenue dans le Lot quand l'opportunité s'est présentée. Donc je travaille en partenariat avec Émilie, donc j'ai un mi-temps GDS et un mi-temps de conseillère en bovin viande à la Chambre d'agriculture. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous avez connu la bioélectronique? Comment ça s'est passé? Et puis j'ai envie de vous dire pourquoi tout d'un coup cette technique qui n'est pas connue vous a donné envie de l'utiliser. Alors, donc on va partir un peu sur tout l'historique, toute la démarche qu'on fait depuis 10 ans sur la santé en élevage, qui nous a amené petit à petit à la bioélectronique. Donc on a eu la chance de connaître Pierre-Emmanuel Rady dans les années 2010 en fait, qui nous a formés sur l'approche globale en élevage, qui nous a montré que des problèmes de santé en élevage, forcément il y avait des microbes, il y avait des virus, il y avait des bactéries, mais pourquoi il y avait des élevages où ces les maladies étaient là, et d'autres élevages où il n'y avait pas de problème, alors que pourtant tous les virus et bactéries sont présents. Donc vraiment nous montrer que la santé, c'était lié à différents facteurs et qu'il fallait avoir une approche globale en élevage pour pouvoir résoudre des problèmes de santé récurrents. Donc on a commencé des formations sur le département à partir de 2011-2012. Donc on a fait des formations pour les éleveurs, mais aussi pour les techniciens qui étaient intéressés sur le département et pour les vétérinaires. Donc l'idée c'était quand on avait un problème récurrent en élevage d'intervenir avec tous les gens qui tournaient autour de l'élevage, GDS, techniciens, vétérinaires, marchands d'aliments, pour essayer d'avoir cette approche globale, d'avoir le même discours et d'être le plus performant possible. Donc on a fait ça on le fait encore, hein, mais bon, donc on a commencé petit à petit par étapes. Donc en parallèle, donc on fait des formations depuis 2010 avec 5MVEC, donc avec chaque année un thème différent. Donc on est parti les premières années sur vraiment les liens entre l'alimentation et la santé. Après, quand on parle d'alimentation, on est obligé de partir des fourrages. Donc, on a fait tous les liens entre les fourrages, ce qui était fourrage et santé. Et puis, quand on veut des fourrages de bonne qualité, et on est obligé de travailler sur le sol aussi. Donc là, on est sur tous les liens entre le sol, les fourrages, l'alimentation et la santé des animaux. On a fait aussi un petit parallèle avec l'hydratation. Donc voilà, donc depuis 2010, chaque année, on fait des formations éleveurs et avec ceux qui sont intéressés sur une thématique différente sur l'approche globale. Et en parallèle, on fait des visites d'élevage avec les gens avec qui on peut travailler. Donc du coup, donc on a commencé en travaillant avec des petits outils parce qu'on voyait que ce qui manquait quand même, c'était les mesures en élevage. Donc on a commencé à travailler avec cet outil qui s'appelle un glycomètre, des réfractomètres. Donc ça nous donnait déjà des petites indications sur ce qui allait pas au niveau alimentation. Mais bon, pour nous, on n'allait toujours pas aller assez loin. Et puis
Je suis désolée pour le son. Je peux pas faire mieux. Ouais, non, je suis désolée, j'arrive pas à toucher. On a essayé hier, on avait le même son. Ouais. Mm. Je sais pas, j'essaie de parler plus près peut-être. Non, ça change rien. On a toujours. C'est compréhensible ou faut que je continue puis je laisse la parole à Charlotte, ça sera plus. Donc juste, et puis dans les années 2014, Pierre-Emmanuel a commencé à faire des formations avec Laurent sur la bioélectronique. Et du coup, lors des formations, quand il venait sur le département, il a commencé à nous présenter l'outil et nous montrer les mesures qu'on pouvait faire et les résultats qu'on pouvait avoir avec ça. Donc c'est des éleveurs en fait qui nous ont sollicité, qui ont dit non mais ça c'est bien, c'est un outil qu'on devrait avoir sur le département. Et puis on a la chance d'avoir un chef qui est super et qui nous a dit ok banco, on investit à la fois sur l'outil, mais aussi de la formation pour Charlotte et moi pour l'utiliser et pour savoir l'interpréter. Voilà, je laisse la parole à Charlotte pour la suite. Alors attends, Émilie, donc il y a Sylvain qui demande c'est quoi le nom de l'autre appareil, pas le réfracto, oui, celui-ci. C'est un glycomètre, c'est pour mesurer la glycémie et les corps cétoniques. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, je continue. Donc, quand je suis arrivée dans le Lot, moi, en 2017, j'ai rattaqué en 2017. Donc, le GDS, c'était équipé du bioélectrolimètre. Donc, on a suivi des formations comme on le faisait chaque année jusqu'à là avec Pierre-Emmanuel Radig et donc Laurence Gallet. On a fait, il me semble, 3 jours de formation pour se former à l'outil. Voilà. Donc, on est sorti de la formation avec Émilie un peu sceptique parce que beaucoup de données et puis beaucoup de choses vues pendant la formation. Et puis, on s'est formé sur le terrain en envoyant en fait nos résultats de données à Pierre-Emmanuel qui nous aidait à les interpréter. Et puis, petit à petit, on a réussi à travailler puis à donner des résultats nous-mêmes avec Émilie. Voilà. Donc, on est parti en 2017. On a commencé à se faire quelques élevages. Donc, on avait choisi quelques élevages, bovins, caprins, ovins. Émilie, tu m'arrêtes si… Ouais. Et on avait des élevages en test. Donc, l'outil et la démarche étaient gratuites pour ces éleveurs-là, pour que nous aussi, on se forme et puis qu'on essaye d'interpréter et d'être au maximum en fait, sur la démarche. Donc, ensuite de là, alors est-ce qu'on prend les exemples tout de suite ou est-ce qu'on continue sur l'outil? Émilie, comment tu veux? Ça dépend ce que tu veux dire. Non, mais après, c'est plus l'outil. Ce que je trouve important, c'est que la bioélectronique, c'est pas juste un outil de mesure pour moi. Il y a vraiment une philosophie et une vision différente de la santé à avoir. On le voit quand on est intervenu chez des éleveurs qui n'avaient pas été sensibilisés à l'approche globale en élevage, en fait, qui, quand on intervient, en fait, attendent une solution à un problème. Et nous, on arrive avec nos outils de mesure, on fait nos mesures, et finalement, la maladie telle qu'elle, ça nous intéresse pas, on cherche à comprendre ce qui va pas dans l'élevage. Et certains éleveurs, ça les perd. Quand il y a une maladie, ça veut dire que c'est pas leur faute, ils ont des problèmes parce qu'il y a une maladie et on va trouver un traitement ou un vaccin, il y aura une solution facile. Alors que quand on arrive, nous, avec l'approche globale, en leur disant, faut peut-être revoir l'alimentation, faut revoir votre manière de faire ci, de faire ça. Déjà, c'est plus compliqué, il y a plusieurs choses à revoir et c'est surtout, il y a une grosse remise en question à avoir. Et chez certains, c'est pas toujours facile. Et en fait, on traite pas la maladie quand on se rend sur les exploitations, quoi. On a une approche globale et ensuite on détaille au cas par cas. On cherche plutôt à comprendre pourquoi les animaux ils vont pas bien. Voilà. C'est l'alimentation, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est l'hydratation, voilà. Et quand même que les éleveurs soient sensibilisés à tout ça avant de faire la bioélectronique. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une donnée importante de la bioélectronique, c'est-à-dire qu'on va avoir un regard global. On va pas essayer de traiter une maladie, hein, mais on va essayer de comprendre pourquoi l'animal ou l'humain d'ailleurs tombe malade. Et c'est bien des dysfonctionnements
on va dire métaboliques la plupart du temps, métaboliques aussi parce que l'alimentation ne convient pas, qui génèrent des maladies. Et comme tu disais, Émilie, c'est pas parce qu'il y a un virus qui passe ou une bactérie qui passe que l'animal tombe malade. C'est parce que à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de son métabolisme, qui ne lui donne pas la possibilité de se défendre contre. Hein. Et c'est vrai que le raisonnement est exactement le même, que ce soit pour l'humain, que ce soit pour l'animal, mais que ce soit pour la plante aussi. C'est-à-dire que pour le sol et pour les plantations, c'est exactement le même raisonnement. Hein. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette bioélectronique. Quand on s'intéresse à la bioélectronique et quand on utilise cet outil, on se rend compte qu'on peut intervenir partout, dans tous les domaines, hein, parce que la logique est toujours la même. Voilà. Alors nous, pour l'instant, on est resté vraiment que sur des mesures sur les animaux. Donc, on a décidé un peu d'être opérationnel là-dessus dans un premier temps, parce qu'on n'a pas le temps, mais on n'a pas encore fait de mesures sur les plantes et sur les sols. Voilà, ça sera sûrement une deuxième étape quand on maîtrisera mieux l'outil. Donc, comme elle disait Charlotte, sur les premières années, c'était gratuit, c'était un service qui était gratuit. On a fait quoi, Charlotte? Une centaine de mesures? Ouais, je pense. Ouais. Une centaine de mesures dans toutes les espèces. Et là, depuis un an, c'est un service qui est payant chez nous. Donc, on propose ça, on demande aux éleveurs, en gros, c'est 500 € pour 3 visites dans l'année, sachant qu'on en fait un peu plus pour l'instant. Et donc, je sais pas si on explique un peu comment ça se déroule une visite en élevage. Oui, si tu veux. Puis après, les conséquences positives par rapport à cet investissement financier. Donc, quand on intervient, alors si on peut, dans la mesure du possible, avec le vétérinaire de l'élevage et le technicien. Parce que moi en particulier, je fais pas de ration, je laisse à mon technicien, je fais juste un diagnostic. Puis c'est surtout qu'on n'a pas le droit de faire les prélèvements nous-mêmes. Oui, on n'est pas véto, donc on fait pas de prise de sang. Donc sur un bovin, soit si les éleveurs savent faire les prises de sang, c'est eux qui les font. Sinon, c'est le vétérinaire qui vient faire les prises de sang. Voilà, donc faire attention là-dessus aussi. Un petit ruminant, en général, les éleveurs, ils savent faire les prises de sang. Donc mais après, si on peut intervenir avec le vétérinaire et le technicien, c'est quand même intéressant et ça apporte plus de réponses à l'éleveur aussi. Donc juste sur une visite, donc on intervient sur une demi-journée, donc le temps de faire tous les prélèvements. Donc on mesure en principe, alors l'idéal, on fait ces mesures sur 3 semaines avant le début des mises bas. On sait que c'est là les périodes critiques. Quand il y a des problèmes, c'est souvent autour de la mise bas, donc on intervient 3 semaines avant pour laisser le temps de bien préparer les animaux pour la mise bas et que tout se passe bien derrière. On prélève en général 5-6 animaux. Donc on fait sang, urine, féces et lait. Mais souvent on fait que le sang et les urines. Tu complètes à Charlotte. Oui, vas-y. Et après, on mesure, donc on utilise donc la bioélectronique, on utilise le glycomètre, on utilise aussi des réfractomètres. Ça, on s'en sert pour mesurer la densité des urines, surtout voir si les animaux sont bien hydratés. Des tamis aussi pour les bouses? Des tamis pour les bouses. Et voilà. Ouais. Et après, l'interprétation, on la fait nous, en général. Parce qu'on est sur la bioélectronique, on est les seuls à savoir l'interpréter. Voilà, et puis après, de toute façon, les résultats, on les partage avec les techniciens et les vétérinaires. Et puis, si mettons, on découvre qu'il y a des carences en oligo et que l'éleveur, il va aller plus loin, le vétérinaire, derrière, il revient faire un profil oligo. Comme ça, on sait exactement ce qui manque comme oligo et ça permet de rajouter des études minérales. Voilà, on arrive sur le département quand même à travailler avec les collègues d'autres organismes pour faire au mieux pour l'éleveur. Alors, qui fait l'interprétation des résultats sur le sang, sachant que vous n'avez pas le droit de réaliser les prélèvements? En fait, c'est le vétérinaire qui fait les prélèvements, mais c'est quand même nous qui faisons les analyses avec la bioélectronique et qui interprétons derrière. Voilà, c'est-à-dire que les c'est juste l'acte qu'on n'a pas le droit. Voilà, l'interprétation est bien faite par vous. Pas de notre côté, non. Je lis les questions des expériences sur les élevages de poules et de cailles. Non, on n'a vraiment aucune mesure. Ce qu'il faut voir, c'est que la bioélectronique en élevage est extrêmement récente. C'est vraiment grâce à Pierre-Emmanuel Radig, donc vétérinaire,
qu'on commence à avoir une base de données. Donc, ça date de 2000, combien on a dit 13, non 17. Par là, ouais, 2000. Alors nous, ça fait 3 ans, mais Manu, c'était quoi, 2013, 2014? Et guère longtemps avant, hein, quelques années avant et encore, on n'avait aucune base de données sur les animaux. C'est-à-dire que la bioélectronique était surtout utilisée au niveau des humains, au niveau de la santé humaine. Et puis, ben, certains l'utilisent au niveau du sol, mais à titre individuel. Donc, on n'a vraiment aucune base de données. Donc, le but, c'est vraiment de faire connaître cette méthode pour que tous les élevages, effectivement, quels qu'ils soient, puissent l'utiliser. Hein. Voilà, nous, jusqu'à maintenant, on a mesuré des vaches, des chèvres et des brebis. Voilà. Voilà, après, je sais pas. On part sur les exemples peut-être? Ce que ça nous a apporté dans le boulot. Comment? On part sur ce que ça nous a apporté dans le boulot. L'intérêt qu'on en a, ouais. J'y vais, Charlotte ou... Ouais. Charlotte, elle voulait faire de l'interprétation. Comme ça, après, on fait des exemples. Ouais, si tu veux. Non, juste que je trouve que nous, pour le boulot, on a enfin un outil qui nous apporte des réponses concrètes à donner aux éleveurs. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, on a vu un élevage il y a quelques années, en fait, où on voyait très bien ce qui allait pas chez lui. Et c'est vraiment le fait de mesurer ces animaux qui nous a rendu crédibles, en fait, et qui a motivé l'éleveur pour faire des changements derrière. Je pense qu'on n'aurait pas mesuré les animaux chez lui, il aurait rien fait de plus. Après, Ouais, c'est vraiment les résultats, ouais, comme tu dis, le fait d'avoir un résultat sur ces bêtes qui fait que derrière, parce qu'on a beau caler des rations en fait sur papier qui marchent très bien et on se rend compte que derrière ça produit pas ce que ça devrait produire. Et en mesurant comme on le fait, voilà, comme a dit Émilie, on est plus crédible et l'éleveur a plus conscience de la chose. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe environ 4 heures chez l'éleveur et qu'au bout des 4 heures, en fait, on a des réponses à donner à l'éleveur, quoi. Alors que si on envoie des analyses en laboratoire, il a ses résultats que 3 semaines après. Là, on sort de l'élevage, on lui dit voilà, on a mesuré ça, ça et ça. Il y a ça qui va pas, il te faut faire, et on en donne déjà des préconisations. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant chez l'éleveur. Parce que souvent, quand on fait les mesures 3 semaines avant le début du mise-bas, on va dire du mise-bas à novembre, donc il fait ses corrections de suite, donc il y a le temps que les choses se mettent en place et se passent bien. Alors que s'il faisait des prélèvements, qu'il envoyait ça dans un labo, qu'il avait les résultats que 3 semaines après, en fait l'annulage commencerait et il serait souvent trop tard pour mettre en place des corrections. Faut être réactif, ouais. Ça permet d'être réactif. Et puis je trouve que par rapport à des analyses de labo, ça leur coûte quand même beaucoup moins cher. Donc, même si 500 € sur 3 visites annuelles, ça peut représenter un coût important. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a 12 éleveurs qui nous ont pris un suivi en fait en bioélectronique. Et je pense que pour la majorité, il y en a les 500 € dès la première visite. En fait, ils ont économisé du concentré et ils les ont vite amortis. Oui, l'investissement est vite rentabilisé, oui. Ok, donc Charlotte, tu veux commencer? Oui, j'attaque. Donc moi, je fais du suivi surtout essentiellement en élevage bovin. Donc là, j'ai le cas d'un éleveur en bovin allaitant, donc Limousine, qui a 180 vélages environ. Alors sur la période... Excuse-moi Charlotte, t'es sur lesquels? T'es sur quel t'es là-dessus? Cédric Labro. Ah merci, pardon. Donc c'est un éleveur de broutard avec 120 vélages sur une période assez groupée, juillet-septembre. Donc lui, il avait un problème récurrent. Donc chaque année, il avait des soucis au vélage. Il était obligé d'assister la majorité de ses vélages, pardon. Alors ces problèmes, c'est des poches dures, des retournements de matrice, des vaches qui n'avaient pas d'effort au vélage, des problèmes de nombril sur les veaux. Enfin voilà, c'était assez récurrent chaque année. Donc j'y suis passée en cours de vélage l'année où il était embêté. Et donc, on a eu ces résultats-là. Donc, sur le sang, on peut voir... Alors, quand on a été chez lui, il y a plusieurs compartiments qui sont étudiés. Donc, on a fait le sang, on a fait les urines, on a fait les fesses et on a fait le lait. Donc, on a réussi à tirer un peu de lait sur des allaitantes quand même.
Donc, au niveau de ces résultats, on avait donc sur le sang, alors je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que c'est... Ouais, c'est bon? Donc, tu veux parler du pH? Donc, le pH sur le sang, sur les allaitantes, donc je vais parler sur les vaches qui sont allaitantes. Donc, on avait un pH sanguin qui était élevé, donc ce qui traduisait alors, soit un excès d'énergie, soit un manque de protéines. Donc, en général, en élevage allaitant, c'est souvent un manque, des carences en protéines. Les éleveurs allaitants, on ne met pas forcément le correcteur en phase, donc des carences en protéines. Ensuite, peut-être on va passer sur les... Oui. Est-ce que tu peux dire, Ouais. grâce à tes mesures bioélectroniques, comment tu as pensé qu'on était sur une carence en protéines? Alors, parce on a des normes sur ces mesures-là. Donc, les normes, pour avoir une ration équilibrée, en fait, on se base sur un pH entre 7,34 et 7,45. Donc, quand on a un pH qui est trop élevé, ça nous traduit en fait un manque de protéines ou un excès énergétique. Et si on a un pH qui est trop bas, c'est l'inverse. C'est un excès de protéines et un manque d'énergie. Et donc là, effectivement, donc les normes étant entre 7,34 et 7,45, ici on en a 3, 7,53, 7,51 et 7,55. Voilà. Donc on est largement au-dessus. Parce que la fourchette est très courte, hein, 7,34, 7,45. Au niveau du pH, c'est très court. Donc là, quand je dis c'est largement au-dessus, 7,55, c'est vraiment largement au-dessus. Hein. Ouais. Donc c'est comme ça, effectivement, qu'on va aller directement sur une problématique voilà. Au niveau de la ration. Après, on regarde aussi le RH2. Donc, le RH2, alors, suite aux formations de Manu, on nous dit qu'il faut que le pH et le RH2 soient en lien, c'est-à-dire qu'ils aillent dans le même sens. Donc là, on voit bien que notre pH est élevé et que notre RH2 a tendance à aussi être élevé. Voilà, de moyenne, on est à 24,5. Hein, si oui, à peu près. On est à 24,30, 24,5, 24,4. Possible de ne pas dépasser 24. Voilà. Et ensuite, il y a le RAW. Donc, le RAW, c'est l'état d'hydratation des animaux. Donc, là, sur le sang. Alors, quand on regarde l'état d'hydratation, on travaille sur le sang et sur les urines, intracellulaire et extracellulaire, du coup. Alors, Laurence, je ne sais pas si tu veux détailler un peu plus. Donc, ici, on est. Intracellulaire et extracellulaire, peut-être? Non, on détaille pas. Bon, d'accord. Donc, là, on voit dans les résultats qu'on est largement au-dessus de la norme. Donc, ça veut dire qu'on a des bêtes qui sont déshydratées. Voilà. Et si on était... Qui sont hyper hydratées, c'est-à-dire parce qu'après, il y en a qui connaissent un petit peu les notions de résistivité et conductivité, c'est-à-dire qu'on a un sang ici qui est très très fluide, puisque normalement les normes sont entre 175 et 210. Et là, on est à 257, 243 et 250. Donc, on a un sang qui est très très fluide. Donc, c'est une hyperhydratation extracellulaire. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a deux possibilités, parce que dans les mesures, on va voir. Donc j'aide un petit peu. Oui. Et donc effectivement, donc ça, en première intention, et pour tout le monde, ça peut vouloir dire carence minérale. Et donc là, en l'occurrence, chez les animaux, chez les vaches, on va aller chercher une carence surtout en sel, non? Oui, c'est ça. Hein, en NaCl, quoi. Hein, ce qui fait qu'effectivement, elles ne sont pas forcément déshydratées, mais en tout cas, on a une problématique ici avec l'eau, qui va avoir des répercussions après sur la production de lait, etc. Après ça, et ça, c'est vrai que ça peut être corrélé, c'est-à-dire que on est sur une carence en protéines, parce qu'un excès de protéines peut aussi emmener sur des résistivités qui sont hautes. Donc après, vous voyez qu'il faut aller naviguer entre tous ces paramètres pour essayer de détacher la problématique essentielle. Hein. Donc là, tu vas plus effectivement sur un problème de protéines. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes là du coup? De rééquilibrer la ration du coup. Donc là, on a réajusté en fait, réajusté la ration. Alors de tête, je ne sais plus exactement, enfin je ne l'ai pas noté exactement la ration qui donnait, mais on a réajusté au niveau des protéines. On a rajouté un peu de protéines dans la ration du coup. Voilà. Protéines, et on le verra par la suite avec les autres résultats, mais on a aussi rajouté du sel dans la ration. L'éleveur mettait juste des pierres à sel en libre service
Et voilà, on voyait que c'était pas suffisant. Donc, on a intégré entre 30 et 50 grammes de sel dans la ration. Voilà, donc c'était bien effectivement corrélé à ce qu'on voyait au niveau des mesures. Voilà, ici, on voit bien qu'on a une carence minérale, essentiellement de sel. Ça paraît logique, effectivement, pour retenir l'eau. Hein. Puis après, et donc suite à ça, donc est-ce que l'éleveur a suivi tes conseils? Alors, suite à ça, alors on avait regardé aussi, on avait fait le parallèle avec les urines, donc c'était bien corrélé, ça se suivait bien. Parce qu'on essaye de regarder quand même que le sang et les urines soient corrélés, que les résultats soient corrélés. Donc l'éleveur a suivi les conseils. Donc, on a rajouté, parce qu'il avait aussi des poches dures donc, sur ses veaux, donc il a mis en place un système d'abreuvement au champ. Pour expliquer les poches dures, en fait, c'est les veaux qui naissent et ils n'arrivent pas à déchirer la poche, en fait. Oui, pardon. C'est rigide et si l'éleveur n'est pas là pour surveiller, ben le veau il meurt étouffé dans sa poche. Noyé dans la poche, quoi. Donc, il a mis en place un système d'abreuvement au pâturage. On a rééquilibré les rations avant vélage. On a revu son minéral. On a fait incorporer aussi du chlorure de magnésium avant vélage pour ses retournements de matrice. Et depuis, enfin voilà, cette année, alors l'année dernière, les vélages se sont très bien passés. Et cette année pareil, quoi. Donc, l'éleveur était très content et depuis, nous fait intervenir avant chaque période de vélage. Environ un mois avant la mise bas. Voilà. Et au niveau de la ration papier. Oui. Et sur la ration papier, c'était équilibré, quoi. Alors l'éleveur faisait des analyses de fourrage et au vu des analyses de fourrage, rééquilibrait les rations avec son rationneur, quoi. Voilà. C'était bien, voilà, c'était calé. Sauf que voilà, sur le papier, ça marchait et au niveau de l'animal, ça fonctionnait pas suffisamment, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi je dis souvent chimie égale pas biochimie. Hein, et vous savez bien qu'on a un tube digestif chacun qui est particulier. Et c'est pas parce qu'on va manger tous la même chose, qu'on va avoir la même alimentation, que ça va se passer correctement pour tout le monde dans tous les tubes digestifs. On a chacun un tube digestif bien particulier. Hein, et donc en fait, c'est vraiment la mesure bioélectronique qui va permettre de montrer que la ration n'est pas équilibrée, alors que sur le papier, ça l'était. Qui provoquait sans doute toutes ces problématiques que tu as nommées tout à l'heure. Ouais. Alors c'est vrai qu'en allaitant, on n'a pas forcément les réponses instantanées comme on peut avoir sur des bovins laitiers. Mais voilà, l'éleveur, un mois après avoir mis en place rien que l'eau, rien que rééquilibrer les rations, il n'a pas passé toute sa période de vélage à assister tous ces vélages, quoi. Un mois, c'est peu. C'est très, Comment ? très peu. Oui. C'est très, très peu pour avoir des résultats. Hein. C'est vrai que du coup, en élevage, les résultats sont extrêmement rapides. Extrêmement rapides. Contrairement aux humains. Donc, on passe au deuxième. Ouais. Donc, deuxième élevage, c'est un élevage laitier. Donc, eux avaient des problèmes de reproduction, des problèmes de diarrhée sur les petits veaux et des vaches qui ne produisaient pas en fait le lait qu'elles devaient produire sur le papier. Donc pareil, même démarche. Donc on a prélevé du sang, on a prélevé des bouses, on a fait sur le lait et on a regardé un peu son ensilage de maïs. Donc là sur le sang, on voit pareil des pH qui sont très élevés, un RH2 qui est très élevé aussi. Donc ce qui indique que là on a été en excès d'énergie, donc excès d'énergie. Enfin, il fallait rééquilibrer la ration, quoi. On n'était pas équilibré et on avait un RAW qui était correct. Enfin voilà. Au niveau hydratation, sur le sang, c'était correct. Donc on a revérifié la ration. Ensuite, on a regardé les bouses. Les bouses, pareil, on a un pH qui est très, très élevé, donc ce qui indique que la digestion ne se fait pas correctement. Donc elle se fait au niveau intestinal et non ruminal. C'est ça. Donc là, on avait un souci. La résistivité, alors le RH2, je n'arrive pas bien à voir, Laurence. On était à 25. Alors, j'ai mis j'ai surtout mis les millivolts parce que je pense que c'est là où on va plus voir ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les bouses sont le reflet de ce qui se passe au niveau du rumen. Ça nous donne une idée. On n'a pas pile poil par rapport aux mesures du rumen, mais ça nous donne une idée. Et c'est vrai que
on doit avoir un redox. Donc là, on va travailler plus en redox, hein, en potentiel redox au niveau des bouses que le RH2 qui est lié ici au pH. Hein. Et donc, normalement, vous allez voir un petit peu hein, l'écart qu'on a au niveau du redox. Normalement, on doit être entre moins 180 millivolts et moins 210 millivolts. Or, on est ici à plus positif. 69 et 74. Ici, le redox doit être négatif pour qu'il y ait des fermentations au niveau du rumen. C'est tout le travail du rumen, c'est un travail de fermentation. À partir du moment où vous êtes sur des millivolts qui sont positifs, vous n'avez pas de fermentation. Donc en fait, le fait de faire cette analyse des bouses, ça nous montre ici qu'on a une problématique au niveau de la digestion ruminale. Donc on a corrélé aussi on a deux outils, on a l'outil le bioélectrolimètre et on a aussi des tamis pour les bouses. Et effectivement, on a fait les deux et donc la digestion ne se faisait pas correctement. Donc ça aide aussi. Après au niveau du lait, on voit bien qu'on a un lait qui n'est pas suffisamment hydratant. Donc je sais pas si Laurence. Ouais, alors voilà. on est à 197 ici en résistivité. Donc, on a un lait qui est chargé, parce que là, les normes sont entre 200 et 220. Il n'y a pas assez d'eau, en fait, dedans. Donc, c'est là où toi, tu dis il n'est pas suffisamment hydratant. Donc, c'est vrai qu'il manque d'eau. Il manque d'eau. Hein. Il est un petit peu oxydé ici. Voilà. Et puis, le pH est légèrement au-dessus. Hein. On pourrait quand même être entre 6,10 et 6,50. Donc c'est vrai qu'on est à 6,55. Hein, donc on voit ici qu'on a un lait qui est pas top, quoi. Hein. Voilà, il n'est pas sur des coordonnées correctes. Hein. Voilà, et puis au niveau de l'alimentation, alors on a un ensilage de maïs qui est très oxydé. Donc Ici, pour la digestion, voilà. Vous voyez, hein, on est à 23,18 de RH2. Normalement, il faut que ce soit inférieur à 20, enfin l'ensilage doit être entre 15 et 20 de RH2. Donc effectivement, on a de l'oxydation. Donc vous vous rappelez ce qu'on vient de dire ici au niveau du rumen. Hein. Voilà. Donc si vous mettez de l'oxydation au niveau du tube digestif de la vache qui a besoin d'être au contraire, dans le sens inverse, hein, vous voyez ce que vous allez mettre en place ici. Hein. La digestion ne se fera pas correctement. Voilà, il n'y a pas suffisamment, le redox n'est pas suffisamment bas pour que ça ait une action positive au niveau du rumen. Et vous voyez ici, on a dit plutôt carence protéique, c'est-à-dire ce qu'on voit ici au niveau du sang. Et la résistivité de l'ensilage est à 495 pour des normes entre 80 et 100. Donc ça, la résistivité, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, quoi. Il n'y a pas à manger. Donc d'où l'importance en fait de travailler sur le sol et les fourrages pour qu'ensuite derrière l'animal ça fonctionne. Donc après l'analyse bioélectronique sur cet élevage, donc ça va travailler effectivement sur la ration, mais du coup le technicien va donner des informations supplémentaires, peut-être aussi sur l'ensilage, je ne sais pas s'il faut le faire différemment, s'il y a à travailler là-dessus, et encore en amont, sur les sols. À travailler sur le sol et tout ça fait. Donc vous voyez que là avec votre outil bioélectronique, vous allez du sol en fait jusqu'à l'alimentation et jusqu'au bien-être en fait des animaux avec un seul outil. Hein. Alors c'est vrai que là ça paraît simple, on est en train de vous déchiffrer là assez simplement. La bioélectronique n'est pas forcément très simple, il y a vraiment des réflexes à acquérir, mais une fois que c'est fait, c'est vrai que c'est non seulement c'est passionnant, mais vous allez très vite. Hein, j'ai l'habitude de dire, la bioélectronique, c'est un laser. Voilà. Vous faites des mesures, vous allez direct à la problématique. Ouais. Hein. Et puis on corrige directement le problème, quoi. C'est ça qui est. Et donc, voilà, vous avez des choses à rajouter ou pas? Non, pas du tout. Il y a Bruno qui est arrivé. Bruno est arrivé? Alors, Bruno. Donc pour finir, dans cet élevage-là, on a rectifié la ration. On a revu donc vraiment la ration des animaux. Et puis on a revu aussi le sol. Donc on a travaillé en partenariat avec le contrôle laitier qui a repris l'élevage en main et réglé le souci. Alors il y avait aussi un gros problème géobiologique sur cet élevage-là.
il y avait une faille qui traversait tout le bâtiment. Du coup, les animaux n'étaient pas bien, quoi. Il y a aussi ça en plus qui a créé un stress au niveau des animaux, quoi. Ça fait aussi partie de votre travail. C'est pas de la bioélectronique, quoique. Ouais. Parce qu'effectivement, des perturbations électromagnétiques vont se répercuter en fait sur les paramètres bioélectroniques de l'animal. Donc, ça fait partie effectivement de ce qu'on appelle le redressement du terrain au sens vraiment large du terme. Hein. Et là, l'éleveur, rien qu'en modifiant sa ration, a vu le résultat, enfin sur les laitières, a vu le résultat de suite, quoi. Enfin, 2-3 jours après, au niveau du tank, ça produisait davantage, quoi. Voilà. Donc, c'est là où vous dites que l'investissement est vite rentabilisé. Est vite rentabilisé. Et il nous a fait réintervenir l'an passé. Et l'an passé, on a été l'effet inverse. On avait un peu trop de protéines dans la ration. Et pareil, donc on a rééquilibré ses rations et il a fait une économie là sur son correcteur azoté. Du coup. Ben voilà. Super. Voilà. Merci Charlotte. Alors. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour Bruno. Donc Bruno a un élevage, c'est ça, de brebis? Brebis viande en sélection Côte du Lot. Voilà. Donc là, c'est un témoignage d'éleveur, là du coup, parce que là on voit le côté technicien, et donc le côté éleveur est aussi intéressant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir accès ou de travailler avec la bioélectronique? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait pour utiliser aussi l'outil? Alors, ça a commencé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, quand j'ai commencé à suivre des formations, avec beaucoup de choses à remettre en question sur la ferme. Donc, on n'a pas commencé tout de suite par la bioélectronique parce que encore on connaissait pas. On a commencé sur la ferme à modifier les espèces fourragères implantées, mesurer les brebis, savoir si elles étaient suffisamment hydratées, mesurer l'électricité dans l'eau, pas mal de paramètres du sol et des brebis. Alors les résultats n'ont pas été rapides parce que le temps d'implanter les prairies, le temps de les récolter, voilà. Il n'y a que depuis 1 an et demi, 2 ans, qu'on voit des résultats concrets. Et la bioélectronique est arrivée, qui a commencé à faire des analyses il y a 3 ans. Et on s'est aperçu que les brebis n'étaient pas hydratées, elles n'avaient pas assez de sel. Je vous parle en pleine gestation. On a toujours mesuré les brebis, voilà, sur 3 semaines avant le début des nuits. Voilà. Pas hydratées, pas assez de sucre, pas assez de sel, manque d'énergie, à niveau. Ouais, c'est ça. Voilà, oui, c'était pas mal. Mais par contre, des taux de protéines satisfaisants, voire peut-être suffisants. Donc, parce que mes fourrages étaient finalement pas si mauvais, mais pas forcément très équilibrés. Base de luzerne, je vous parle il y a 5-6 ans, base de luzerne et régras ensilage, régras hybride, une pointe de crème. Donc, le fait d'avoir revu mes assolements, on a fait des prairies beaucoup plus équilibrées, multi-espèces. Trèfle, fétuque, régras anglais et luzerne, et dans différents champs bien sûr, mais avec des mélanges assez importants. On a supprimé l'électricité dans l'eau par une mise à la terre du bâtiment principal, de tous les bâtiments d'ailleurs, de tous les bâtiments. Et les brebis, elles ont quand même bu 3 litres de plus. Alors, suivant ce qu'elles mangeaient, oui, ça variait. On a mis des compteurs à eau pour voir exactement, pour mesurer ce qu'ils disent. Certaines lignes d'eau. Donc, c'est-à-dire que l'effet direct d'enlever l'électricité qui passait dans l'eau a fait boire plus les animaux. Déjà, rien que voilà, sans forcément changer le mode d'abreuvement. Alors là, c'est en cours. Je change progressivement tous mes abreuvoirs
qui étaient pour les connaisseurs, ce sont des abreuvoirs à pipette. Donc l'animal est obligé de pousser sur une pipette pour que l'eau arrive. Et je remplace ces fameux abreuvoirs par des niveaux constants, plus difficiles à nettoyer pour les éleveurs, mais mieux pour l'abreuvoir. Et alors pour revenir à la bioélec. Non, si on voilà à la bioélec, donc déjà on est passé dans les années, on va dire 2013-2014, au tout début des formations, qui était autour de 17% de mortalité sur les agneaux. Sur les agneaux, ouais. Donc voilà. Donc on compte la mortalité depuis l'échographie, donc les brebis sont échographiées, on note toutes les brebis saines, et après on compte les mortalités agneaux plus les brebis qui ont pas mis bas, donc on considère que c'est des avortements ou des mortalités embryonnaires. Donc voilà, donc on a fait des formations, donc je fais des formations chaque année avec 5 index. Donc on est arrivé en 2007 autour de 14%, 2017 14% de mortalité. Donc en 2017, on a commencé les mesures donc en bioélectronique. Donc c'est avec des fourrages équilibrés et très bons. Et une association de méthane dans la ration concentrée, plus de l'orge, plus un peu de soja. Ça, c'était en 2016, 2017, jusqu'en 2018. Si on veut voir les données de bioélectronique, c'est le fichier que je t'ai envoyé sur le 16 février. Laurent, je sais pas si tu l'as. Je l'ai pas noté sur le tableau. On regardera après. Donc juste à cette période-là, on avait mesuré un excès de protéines, manque de sucre. Donc on avait des pH sanguins bas, des glycémies basses, on avait des résistivités basses, donc on avait des brebis qui n'étaient pas bien hydratées. C'est pas celui-là. Donc les conséquences, donc et on avait des pH urinaires qui étaient élevés aussi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a rééquilibré la ration, mais c'était compliqué. Parce qu'on est plutôt habitué à brebis à gérer un manque de protéines qu'un excès de protéines. Par contre, on a mis du chlorure de magnésium pour faire baisser le pH urinaire et avoir une BACA négative. T'as rajouté des BACAO et on a rajouté de la mélasse pour apporter du sucre et que les brebis ne soient plus à hypoglycémie. Qu'est-ce qu'on a eu comme souci? On a eu des diarrhées. Tous les agneaux qui naissaient, dès que c'était le colostrum, ils partaient en diarrhée. Pendant un an et demi. Voilà, chaque annulage, systématiquement, tous les agneaux. Donc, ça en a sauvé beaucoup juste en les réhydratant, hein, sans utiliser antibiotiques. Mais ils étaient plus fragiles, donc après, c'était un peu plus compliqué. Donc, la mortalité ne baissait pas forcément. Donc, tout le monde lui disait que c'était pas possible, que ça pouvait pas être un excès de protéines, parce qu'en produit, ça n'arrivait jamais. Donc, nous, c'était les débuts de la machine aussi, donc on n'était pas trop sûrs de nous encore, donc j'avais fait faire des urées qu'on avait envoyées dans un laboratoire d'analyse, en fait, qui ont confirmé les résultats de la bioélectronique. Donc, on a un peu cherché pendant un an, et puis au bout d'un an, on a compris que c'était notre méthane, on avait une ration trop riche en protéines, donc on a supprimé le méthane. Le méthane, c'est un mélange de céréales avec, pour ma part, c'était blé, épeautre, pois et bête. Ce fameux mélange était trop riche en azote soluble et perturbait énormément donnait un lait beaucoup trop riche. D'ailleurs, quand on faisait au réfractomètre, quand on prenait un échantillon de colostrum, il dépassait la norme, le réfractomètre était tout bleu, quoi. Donc, il y avait plus il était au-delà des taux, beaucoup trop riches. Donc, il empoisonnait en quelque sorte les animaux. Il le digérait pas. Il le digérait. Donc, le simple fait, alors, et ça, la bioélec nous confirme bien qu'à chaque fois, on était trop haut en protéines. Mais, comme tu parlais de corrélation, Charlotte, tout à l'heure, il n'y avait aucun rapport avec des analyses de foin et un rationneur type fait par mes techniciens. Donc, qui ce rationneur me demandait de rajouter du soja. D'après le rationneur, il n'y avait pas assez de protéines. Il n'y avait pas assez de protéines. Donc, j'avais du mal. Donc, j'avais déjà pas beaucoup de soja et je voulais ne plus en utiliser. Et au final, voilà. On a c'est vraiment la bioélectronique qui nous a montré qu'il y avait un excès de protéines et qui nous a orienté là-dessus. Donc, on a tenu bon. Ça a duré un an. Ça a duré un an. Réhydrater tous les agneaux, j'ai passé plus
plus de 15 litres de réhydratant par année-là, donc c'était contraignant. Pas coûteux, mais contraignant. Et le simple fait de, tout en gardant l'ensilage d'herbe à multi-espèces, le foin multi-espèces second cycle, et en mettant 300 grammes de céréales pures, c'est-à-dire orge et autres, en supprimant l'apport de méthane, les problèmes se sont arrêtés. Et les résultats en bioélectronique sont redevenus dans les clous. C'est revenu dans les clous. Ouais. Et de par là, la conséquence qu'il y a eu, c'est que moins de mortalité, parce que même si j'arrivais à sauver des agneaux avec beaucoup de temps passé, ils se fragilisaient, ils chopaient une pneumonie par la suite, enfin, ils perdaient 8 ou 15 jours de croissance. Et comme je fais du contrôle de performance, ça fait vite vu. Dès l'instant que les agneaux n'avaient plus la diarrhée à la naissance, j'ai gagné on appelle ça le PAT 30, c'est-à-dire c'est le GMQ de l'agneau lié à l'allaitement de la partenaire. Et on est passé de 9% de 14% donc en 2013-2014 à 14% à 9, comment c'était la dernière? Mais j'étais à 15% de morts sur agneau jusqu'en 2018, malgré les efforts de prairie, tout ça, mais bon, avec tout ça, et on est passé à 9%. Depuis un an. Depuis un an et demi. Donc, si on fait rapidement, hein, si ces mêmes agneaux, pour cette même année 2019, on applique 15% de morts au lieu de 9, ça me fait perdre 60 agneaux. 60 agneaux, ça fait plus de 6 000 euros de chiffre d'affaires à moi. Ou perdu ou gagné. Sachant que la moyenne départementale, elle est plutôt, je dirais, autour de 20% de mortalité. Ah oui, quand même. Oui. À nos 20, on est rarement, ouais. C'est très rare d'être en dessous de 10%. Donc, si on résume, j'ai fait des meilleurs foins mieux équilibrés, meilleurs foins mieux grossiers, on va dire, plus équilibrés. J'ai arrêté les apports de protéines concentrées. Je donne plus de la céréale pure à raison de 300 grammes par brandi par jour. Donc, c'est pas énorme. J'ai gagné en croissance d'agneau et en mortalité, et je consomme que très peu d'antibiotiques. Voilà. J'espère que ça va se répéter les années suivantes. Bon, ça s'est répété pour l'instant, l'annulage qu'on vient de faire, là, en mars dernier. Donc, bon, pour l'instant, on fait les bons mots. Bon, donc en fait, la bioélectronique, est-ce que c'est envisageable de ne plus utiliser la bioélectronique maintenant? Non, je le vois pas, je le conçois pas. Non, non. D'ailleurs, avant chaque mise de bas, 3 semaines, 4 semaines avant, on le fait, ça prend très peu de temps. Et si on arrive à se remettre en question, on peut réagir très vite. C'est ça. Hein, c'était ce que je voulais dire, c'est-à-dire que si, comme on a vu tout à l'heure, au bout d'un mois, on a des résultats extrêmement positifs. Hein. Donc, vous pouvez, vous, en amont, faire des mesures un mois avant et pouvoir réagir tout de suite, plutôt que d'attendre les problèmes. Et, oui, Mimi. Souvent des corrections simples à mettre. En plus, des corrections. Voir la ration, c'est souvent mettre du sel, mettre du sucre, rajouter des cacao parce que les brebis ne boivent pas. Dans l'urgence, mettre un peu de propylène glycol. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qui remettent tout en question et qui coûtent hyper cher. Après, il y a un travail de fond à faire sur les fourrages, retravailler sur les fourrages, retravailler sur le sol en parallèle. Oui, modifier le matériel, comme dit Bruno. Enfin, ça va se faire sur le long cours. Et c'est vrai que. Il m'a fallu 5 ans. Ouais. Pour 5 ans, moi, je m'attendais à des résultats beaucoup plus rapides quand on change pas mal de choses sur la ferme. Mais bon, le temps d'anticiper les assolements, d'avoir la récolte, de l'utiliser, d'avoir les résultats et de les répéter plusieurs années de suite, il faut 5-6 ans. Ce que tu n'as pas dit, c'est que tu as revu aussi toute la phase importante, c'est-à-dire la gestion des brebis sur les 6 semaines avant le début de l'élevage. On a revu aussi la complémentation minérale et oligo, et où on donne la ration beaucoup plus tôt, comme ça le rumen a le temps de s'habituer aux différentes aliments. En petite quantité, on augmente progressivement. Et pour moi, c'est surtout vraiment le travail sur les foins qui a tout amélioré. Qui a tout amélioré, mais si on n'avait pas eu la bioélec,
Oui, on l'aurait pas on vu. n'aurait pas pu Voilà. confirmer ou pas l'arrêt de certaines machines. Et vous avez perdu, entre guillemets, 1 an à peu près, parce que la Ah, bioélectronique vous le un an et montrait. demi, pour s'apercevoir que mon mélange de céréales était trop riche et pour, voilà, parce Parce que, qu'il y avait un doute. Parce oui, qu'il y avait un doute. C'est-à-dire que la bioélectronique l'avait montré dès le départ, mais comme il y avait d'autres avis, et c'est vrai que vous n'aviez pas suffisamment l'expérience par rapport à la bioélectronique, donc le doute a persisté. Vous auriez eu l'expérience de la BEV dès le départ, vous auriez vu ça, vous auriez réagi tout de suite. Mais là, il y a eu tout un cheminement pour arriver à cette problématique parce que, ben voilà, fallait changer fallait changer de logiciel en fait. Hein. C'était oui, le rationneur que tout le monde, que beaucoup de techniciens utilisent et qui peut-être a quelques limites au niveau, suivant la qualité de foin, pourtant je les faisais analyser. Même des analyses de fourrage, elles donnent une idée, mais c'est jamais vraiment précis. Par exemple, cette année, au niveau des analyses, les fourrages sont sortis pas très bons. Et quand on voit ce qui se passe sur les animaux, les analyses sont fausses. Oui, puis d'une parcelle à l'autre, tu peux pas avoir les mêmes valeurs de fourrage non plus, Tu quoi. peux pas avoir la même valeur, mais quand ça se traduit par une production de lait un peu plus importante, on peut dire que c'est pas le soja parce que j'en ai pas, c'est pas de la viande déshydratée parce que j'en ai pas. Et c'est vraiment le fourrage qui fait la différence. En fait, voilà, donc, c'est bien de faire des analyses de foin, ça donne une idée. C'est très bien de faire des rations, ça donne une idée. En fait, tant qu'on ne mesure pas les animaux, on ne peut pas savoir si ça va ou si ça va. ouais. Il y a Benjamin qui demande quel travail sur les foins a été fait pour les rééquilibrer. Bonjour Benjamin, j'ai changé mes espèces semées. C'est-à-dire que j'ai mis dans mes semences, par exemple dans ma prairie à semer, dans 1 hectare de prairie, au lieu de mettre en densité de semis 25 kg hectare de semences, j'en ai mis 30, 35, voire 38, avec beaucoup plus d'espèces et plusieurs variétés par espèce. Donc une luzerne, je mets pas de la luzerne, je mets alors deux variétés de luzerne, 2 variétés de trèfle, 2 variétés de tétute, 2 variétés de raigrats anglais, 2 ou 3 trèfles violets et quelques trèfles blancs. Voilà. Et ça fait une prairie assez homogène et finalement très équilibrée. Parce qu'avant, on était sur de la monoculture et ici, il se fait soit que de la luzerne, ou avec un peu de dactyle. Avec un peu de dactyle, c'est une plante oxydée, ou essentiellement que du raigrats, quoi, pour perdre du volume. Les gens, ils ont l'idée de rendement. Ouais, il y a une idée de rendement et de volume. Il faut que la grange, elle soit pleine. Peu importe la qualité, il faut on est sur de la quantité avant de regarder la qualité. On s'aperçoit que s'il y a la qualité, on a tellement moins besoin de quantité aussi. J'ai fait moins de refus de foin de par ça. Et puis voilà. Et puis après, au niveau amendement, je ne mets pas que de l'azote. Je ne suis pas en bio, j'essaye de le raisonner un peu parce que ça coûte cher malgré tout. Mais je mets des engrais complets sur les prairies à faucher, voilà. Donc engrais complets avec potasse et phosphore, en plus du fumier apporté régulièrement sur les prairies. Donc on a revu le choix des espèces, la fertilisation, mais aussi la manière de faire les foins. Et la manière un petit peu de faire les foins. Et apport de conservateurs dans les récoltes d'ensilage et les récoltes de foin aussi. Voilà. Par rapport à la question. Alors, Benoît demande s'il y a eu des mesures sur le sol. Non. Alors, c'est la prochaine étape. Le sol et les fumiers. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a eu que des analyses après sur avec la biolec pour les animaux et avec des analyses normales sur le foin et les antilopes. Prochaine étape, voilà. Et les fumiers, alors ça, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. On va juste essayer d'avoir. Alors, merci. En tout cas, merci beaucoup, Bruno, pour ce témoignage. Parce que là, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux parties, le technicien et l'éleveur, parce qu'il y a, voilà, on peut avoir envie d'utiliser une technique, nous, en tant que professionnels, mais c'est pas pour ça que l'éleveur va forcément adhérer en fait à la technique. Donc là, on voit quand même que tout le monde a l'air content d'utiliser la technique bioélectronique.
Tu n'es pas. Bon, il y a Chantal qui. Chantal, je vais te laisser la parole après parce que j'en suis sûre que tu as plein de choses à dire. Nathalie, merci, bravo pour votre ouverture d'esprit. Donc, c'est vrai que Nathalie, je pense que c'est au niveau des chevaux, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont pouvoir intervenir après. Hein, ça va être intéressant aussi de pouvoir discuter. Charlotte, tu voulais dire, rajouter autre chose ou pas? Non, pas de particulier, non. Est-ce que tu voulais parler de l'exemple des mamies, Laurence, aussi, Comment? qu'on avait eu sur des résultats. Bruno avait eu des problèmes plusieurs fois Oui. de mamies. Eh ben, c'est ce schéma, c'est ce tableau-là qu'on a. D'accord. Hein, si tu veux, du coup, on va rembrayer sur les mesures. On avait eu un souci de mamie gangréneuse sur des brebis. Donc, c'est arrivé sur un agnelage, les brebis étaient à l'intérieur. Donc, on nous a dit problème de litière. Bon, d'accord. Bon, là, on n'a pas fait les mesures sur le moment. Et puis, l'agnelage d'après, il y a eu ces mamies qui sont revenues. C'est assez chronique. Et là, on avait une mamie sur une brebis à l'intérieur et une mamie sur des brebis qui étaient au pâturage. Donc, le problème de litière au pâturage, on n'y croyait pas. Donc, du coup, on a dit, on va mesurer les animaux de dedans, les animaux dehors, et on verra ce qui va pas et ce qui fait que les mamies apparaissent. Donc, on avait mesuré donc les brebis doubles, c'est les brebis qui avaient 2 agneaux, qui étaient à l'intérieur. Les triples, celles qui en avaient 3 à l'intérieur. Et extérieur double, c'était des agnelles qui étaient au pâturage qui avaient 2 agneaux chacune. Donc, en fait, on s'est aperçu que ce soit sur les brebis dehors ou dedans qu'on avait un excès de protéines. Alors, pourquoi tu dis excès de protéines, là, du coup? Parce que le pH est bas, en fait. Le pH sanguin bas. Je ne sais pas si vous voyez en fait sur les mesures, hein, mais on est sur des pH, ça va de 7,23, même ce qui est très très bas, 7,23, 7,27, 7,29, 7,26. Hein. Pour des normes, la norme basse c'est quand même 7,34. Donc effectivement, on en est en acidose sanguine. Ouais. Donc là, tu pastures, effectivement. Donc, on a dû un excès de protéines. Voilà. Et après, donc, on avait les pH qui n'étaient pas cohérents entre les pH sanguins et pH urinaires. Et au niveau de la résistivité aussi, on voyait qu'il y avait un excès de potasse. Donc, du coup, il fallait rééquilibrer la BACA. Et que les RH2 était un peu élevé, donc il y avait aussi un peu une oxydation. Donc, on avait appelé Manu pour savoir ce qu'il fallait faire, puisque que ce soit pour les brebis qui étaient dehors ou dedans, c'était compliqué de réajuster la ration, puisque dehors, elles avaient que de l'herbe, donc c'est un peu compliqué. Et dedans, elles avaient de l'ensilage, du foin et de la céréale. Donc, enlever la protéine, c'est un peu compliqué aussi. Du coup, on avait réajusté la BACA et on avait tu avais rajouté du chlorure de magnésium. On avait redonné du chlorure de magnésium. Voilà. Et entre 4 et 5 grammes par brebis, et il n'y a pas eu de nouveaux cas derrière quand on a fait ça. Alors, il y a Benoît qui dit pourquoi excès de potassium? Parce qu'on avait un RAW qui était élevé dans le sang et bas dans les urines. Et l'herbe, quand on a de l'herbe poussante là au printemps, ou à l'automne, on avait une herbe très poussante, on avait beaucoup de potasse dans l'herbe. Et c'est pas dû aussi à l'excès de protéines? Et à l'excès de protéines, oui. Alors, je pense que quand on a un excès de protéines, on va avoir un excès de potassium, puisque ce sont des protéines végétales pour les animaux, contrairement à nous. Et effectivement, dans les protéines végétales, il y a énormément de potassium. C'est la différence en fait avec les humains où nous on est à l'inverse par rapport aux animaux. Donc, on avait aussi refait une cure en oligo-éléments. On avait redonné des antioxydants. Alors, effectivement, on est sur des RH2 quand même qui sont assez hauts. Là, on est à 28, 28, 57, 25, 25. Bon, les autres, ça va à peu près. Et puis après, je vois que les résistivités sont quand même relativement basses. Ouais. 168, bon, 166. Après, on est en limite basse en fait par rapport aux résistivités. Donc là, elle manquait pas d'eau. Oui. Si, à l'époque. Non, mais même si elles boivent plus depuis qu'on a sorti l'électricité dans les abreuvoirs, on a quand même toujours ce problème d'hydratation qui est récurrent. Ouais. Voilà. Qui est lié, alors on va voir en changeant les abreuvoirs, mais qui est aussi pour moi la qualité de l'eau. On a une eau qui est calcaire ici, donc c'est pas hydratant. Ouais. C'est vrai j'ai pas de mesure, dans toutes les mesures que vous avez envoyées, j'ai pas de mesure d'eau. Mais c'est vrai qu'avec le groupe de Benoît, on a eu des mesures d'eau à plusieurs reprises. On voit tout de suite la problématique.
Voilà, on a des eaux qui sont absolument, qui ont des coordonnées bioélectroniques qui sont catastrophiques. Hein. Et effectivement, Mais les animaux, ils boivent pas. on est sur des pH à 7,5-8 sur l'eau. Ouais, ouais. Des eaux oxydées. On est sur du calcaire, on est en dureté, on est toujours autour de 25-30. Ouais, donc tu as des résistivités qui sont très basses. Ouais, des conductivités qui sont au-dessus de 600 souvent. Voilà. Donc là c'est ce qu'on voit quand même, hein, que elles sont légèrement, on ne va pas dire déshydratées, mais en tout cas, elles y vont là. Et on a l'eau qui est très chlorée et qui souvent a goût à la javel. Donc je pense que les brebis. En plus, non, je pense qu'ils n'aiment pas. Je pense qu'ils n'aiment pas l'odeur. Donc là, effectivement, donc les mammites. Donc là, vous avez fait quoi par rapport à ces mesures-là? On a apporté du chlorure de magnésium et on a fait une cure en iode sélénium. Donc c'était plus donc travailler sur les et par rapport à. Par rapport à la ration, c'était compliqué de ah oui, parce qu'ils étaient dehors. On n'a rien touché, quoi. On a réajusté avec la base. Mais du coup, les mammites se sont arrêtées ou ça a été mieux? Ouais. Ça se répète souvent à chaque année d'âge. Peut-être que je me méfie pas suffisamment et du coup. On a eu le même problème là récemment et du coup bon là on a réagi beaucoup plus vite. On a dit bon il y a sûrement un excès de protéines. Donc là on a arrêté l'anti-âge, Il y avait de l'herbe donc du coup. Ah oui, Chantal. Tu dis l'anti-âge du foin et de l'herbe. Donc elles avaient ce qu'il fallait en termes de protéines. Pour la transition, voilà. C'était un peu haut. Ok. Merci Bruno. Avec plaisir. Au revoir. Alors, on a une autre. Là, on est aussi sur un élevage de chèvres. Oui. Avec donc des problèmes plus de diarrhée. Oui. Alors, cet élevage de chèvres, on les suit depuis le début aussi. Donc, eux, ils ont depuis presque toujours, ils ont des problèmes de diarrhée sur les chevreaux. Et après, donc, ils ont un bon niveau de production, mais ils trouvent que par rapport à ce qu'ils donnent à manger, les chèvres pourraient produire un peu plus. Alors moi, chez eux, alors je suis pas du tout calée en chèvres, ni en alimentation des chèvres, donc je fais les mesures, je dis ce qui va pas, et après, il travaille avec son technicien, et c'est l'éleveur qui revoit ses rations. Voilà, c'est juste évident. Donc chez cet éleveur, on avait des pH sanguins qui étaient bas, donc on mesurait un excès de protéines. Donc tout le monde nous disait que c'était pas possible parce que c'était bien calé sur le papier et que voilà. Alors c'était le tout début qu'on faisait des mesures, donc on n'était pas très sereine. L'éleveur nous a fait confiance, il a baissé la protéine de sa ration et finalement cette année-là, il a fait le même lait, voire un peu plus, avec moins de concentré. Donc il était content parce qu'il a fait des économies. Donc c'est quelqu'un qui a des foins qui fait du séchage en grange, donc il y avait des très bons foins aussi. Et voilà. Par contre, cette année-là, on n'a pas résolu le problème de diarrhée. Malgré la baisse du concentré, on n'a pas résolu le problème de diarrhée sur les chevreaux. Qui pour moi est lié aussi à un colostrum qui est trop riche. Alors après, quand on dit excès de protéines, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a aussi carence en énergie? En fait, voilà, c'est ça des fois qui est dur à dire. Donc là, on était parti sur l'excès de protéines, mais c'est ce qui, des fois, on ne sait pas trop dire aux éleveurs. Est-ce que c'est un excès de protéines ou un manque d'énergie? Dans quel sens on rééquilibre? Donc, on regarde l'état des bêtes quand même, pour avoir un peu une idée de... On regarde la ration, les animaux, et puis si on n'est pas sûr, on peut faire une analyse de ration mélangée, et puis on voit ce qui continue. Vas-y, Non, pour l'énergie, c'est vrai que j'ai tendance à regarder l'état des animaux pour voir s'ils ont un état correct ou s'ils ont tendance à être plutôt maigres. Voilà. Je pense qu'il faut regarder et il faut observer. C'est de l'observation. Ça n'empêche pas. Comme Chantal, il y a aussi la couleur des muqueuses à regarder. Ouais. C'est pas parce que vous faites de la bioélectronique que vous n'utilisez plus toutes vos connaissances et tous vos outils.
Non. Ça, c'est important aussi de le dire. Hein. C'est pas annuler complètement tout ce que vous savez. C'est une fois de plus, la bioélectronique, je redis, c'est un laser. C'est-à-dire que quand vous faites les mesures bioélectroniques, vous allez aller direct sur vraisemblablement une problématique que vous allez tester ou pas, que vous allez essayer de rectifier ou pas. C'est vrai que si ça marche pas, comme dit Charlotte, vous avez aussi je pense qu'en élevage, c'est important. L'observation reste un outil extrêmement important que vous n'avez pas à enlever. C'est-à-dire que c'est vraiment à corréler. Votre observation est à corréler après avec vos mesures bioélectroniques. Je me sers aussi des cartes Opsalim. Enfin, ça m'aide aussi un peu dans le choix pour ajuster, quoi. Donc là, en fait, on voit effectivement une acidose sanguine, comme tout à l'heure. Et pourtant, ici, en tout cas, on n'a pas de mamite. Non, pas plus que ça. C'est pas ce qui pose problème, non. Mais on a le même terrain, on a le même problème à la base, on va dire excès de protéines, mais qui va donner des symptômes complètement différents. Et pourtant, en réglant la ration, on va faire diminuer, voire enlever les symptômes qui pourtant n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Hein? Ouais. Et là, il avait baissé le concentré, mais après, il pouvait pas aller au-delà. En fait, il avait des foins qui étaient excellents cette année-là et qui étaient très riches en protéines. Voilà. Et par contre, on a refait des mesures cette année où on a le profil inverse en fait, où on a des pH élevés, donc on a un excès d'énergie ou un manque de protéines. Et alors cette année, donc du coup ils ont des problèmes de production, ils n'ont pas fait le lait qu'ils devaient faire. Et par contre, le seul point positif, c'est qu'il n'y a pas eu ces problèmes de diarrhée sur les chevaux, quoi, pour la première année depuis plus de 10 ans. Mais c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est des fourrages qui font beaucoup de choses, quoi. Quand on a des fourrages de qualité, ça roule, et dès qu'on a des fourrages qui sont moins bons, parce qu'il a essayé de remettre de la protéine dans sa ration par des concentrés, et puis ça n'a rien fait du tout sur la production. C'est là qu'on peut dire que c'est vraiment les fourrages qui sont à la base de tout. Et c'est normal, puisque c'est des ruminants. Voilà. Ok, l'autre c'était quoi? Oui, c'est le même, en fait. Ouais, c'est le même avec tout ça, c'est des résultats C'est le même, mais on se retrouve effectivement, tout à l'heure, on était en acidose sanguine, et là, on se retrouve vraiment en alcalose. C'est très marqué. Hein. On arrive ici à 7,59, très très marqué comme alcalose. Donc, on se retrouve effectivement à l'inverse de tout à l'heure. D'où l'intérêt de faire des mesures quand même régulièrement. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites une mesure dans un élevage une fois que vous réglez les problèmes pour tout le temps, quoi. Chez lui, on y va 6 fois par an à peu près. On mesure les chèvres 3 semaines avant le début des mises bas, et après on remesure les chèvres pendant la lactation. On voit la préparation à la mise bas et on voit la préparation de lactation. Pour la repro aussi, enfin, pour travailler sur la repro. Ouais, avant les mises à la repro. Et après, ce que tu disais aussi, ce qui est important, c'est la qualité des fourrages. Oui. Hein? Est-ce qu'on donne la parole à Chantal? Oui, là, c'est Chantal. Vas-y, Chantal, ouvre ton micro. Bonjour à tous. Vous êtes trop belles. Vous êtes trop belles, les filles. Présente-toi. Dis à tout le monde qui tu es, ce que tu fais. Alors, je m'appelle Chantal Philippe. Je suis confinée dans le Doubs, mais moi, je sors beaucoup parce que j'ai le droit de me promener pour aller voir ce qui se passe dans les prairies. Donc, je vais voir l'herbe qui pousse. C'est mon métier. Mon métier, c'est de faire de la formation et de l'information sur les systèmes fourragers ovins, bovins, caprins, équins. En fait, ceux qui mangent de l'herbe. Voilà. Je travaille beaucoup avec Manu, beaucoup avec Émilie et Charlotte quand on se voit de temps en temps. Chantal, excuse-moi parce que j'ai cité Manu et je t'ai jamais cité, alors que c'est pas gentil parce que il nous a beaucoup. On s'en fout. C'est vrai que c'est une collaboration de choc.
Et si Bruno, il en est là sur les foins, c'est grâce à Chantal. Voilà. Non, c'est vrai. Chantal, ouais, tu peux dire pourquoi c'est important cette histoire de fourrage. Donc, tu écrivais, donc les fourrages évoluent aussi en fonction de la météo. Donc, c'est vrai que tout ça, nous, on n'a pas conscience de tout ça. Du foin, c'est du foin. Et a priori, non. Voilà. Donc, non. Déjà, il faut savoir si on fait. Je commence toujours moi en disant que nos animaux, ils mangent logiquement. C'est des animaux qui sont grégaires, qui normalement travaillent sur du pâturage par migration, c'est-à-dire qu'ils changent normalement tous les jours d'endroit parce qu'ils avancent en fonction de la ressource en herbe et ils mangent logiquement l'herbe sous deux formes, sous de l'herbe sèche ou de l'herbe verte. Tout ce qui est fourrage par voie humide, ensilage, enrubanage, pour eux, c'est quelque chose qui change totalement les équilibres au niveau des animaux. On aura beaucoup plus de problèmes avec des fourrages par voie humide que des fourrages par voie sèche, tout en sachant qu'on ne va pas dire qu'on n'a pas de problème par voie sèche. Logiquement, la base de l'alimentation des animaux, quels qu'ils soient, petits ruminants ou gros ruminants, les petits rus, c'est la chèvre et la brebis, les ovins, et les gros rus, c'est tout ce qui est au-dessus de la chèvre et de la brebis. Donc, ça peut être un bison, ça peut être une vache laitière, ça peut être une vache allaitante, enfin tout ce qui est gros ruminant. Et c'est des animaux donc qui mangent de l'herbe. Normalement, ils ne mangent que de l'herbe. Ils ne sont pas adaptés à manger tout ce qui est à base de céréales. Logiquement, les céréales, puisque normalement, eux, ils n'ont pas de broyeur, ça repart à l'échappement, ça repart dans les bouses pour pouvoir réensemencer le milieu ou nourrir d'autres animaux qui vont normalement piquer dans les bouses ou quoi que ce soit. Ces ruminants sont des animaux qui sont normalement d'une façon générale relativement sensibles au parasitisme. C'est pour ça qu'ils changent tous les jours de parcelle et donc la gestion du parcellaire par rapport au pâturage est extrêmement importante. Logiquement, c'est vraiment des gros mangeurs de graminées, pas tellement des gros mangeurs de légumineuses. Et en fait, en France, comme la base de l'alimentation est le maïs, on fait une obsession sur la production protéique. On va donner des primes aux agriculteurs d'une façon générale pour pouvoir pour pouvoir semer de la protéine, alors qu'un fourrage qui est équilibré, quand on parle de fourrage séchage, du foin, du vrai foin, il est avec une très grosse base graminée et une légumineuse qui est là soit pour pouvoir aider la production d'azote. La légumineuse, elle n'est pas là normalement pour produire quelque chose d'autre que de l'azote pour nourrir la graminée. Donc, on a déjà totalement changé la vision des choses. Parce que quelque part, si au départ, quand on demandait à Bruno ce qu'il semait, il nous a bien dit qu'il semait beaucoup de luzerne, parce qu'on lui a expliqué qu'il s'il voulait produire du lait avec des brebis, il fallait qu'il ait beaucoup de luzerne. Voilà. Alors, l'avantage de la luzerne, c'est que c'est une plante qui est riche en calcium, riche en protéines ou pas, et riche en potasse. Voilà. La potasse, c'est quelque chose qui pousse la mamelle à faire du lait, donc c'est pas si mal que ça, mais en excès, toujours compliqué. On est quand même actuellement dans des conditions météorologiques où systématiquement tout le monde… Alors, la France, à la sortie de la guerre, elle a fait un choix d'espèces pures en reclassant ses usines d'armement en usines de chimie et de pétrochimie pour que les agriculteurs travaillent en espèces pures, en légumineuses pures, en graminées pures, pour pouvoir utiliser beaucoup d'engrais et beaucoup désherber. Et une prairie naturelle, une prairie qui fonctionne bien, c'est une prairie qui est toujours associée, parce qu'en fait, elle a besoin de cette association pour avoir ce qu'on appelle une souplesse d'utilisation au cours des années et au cours de l'année. Parce qu'il y a des espèces qui produisent au printemps, en été et en automne. Si on revient sur le fourrage, parce que je suis partie un peu loin, donc j'ai oublié de dire, moi j'habite le Doubs. Quand on habite le Doubs, on est sur des éleveurs tout proches de la Suisse, où les Suisses nous ont appris beaucoup de choses. Où les Suisses nous ont surtout appris que c'est les Ménonites qui sont venus avec leurs vaches, qui faisaient beaucoup de lait, donc ils nous ont appris à faire du comté, du fromage par voie, c'est un lait qui est chauffé, pressé, c'est un lait de mélange, c'est pas un lait de troupeau pur, et si on met du fourrage ensilé dedans, ça ne va jamais. Donc, parce que ça fait éclater les meules de fromage à cause des butyriques, de la terre qui peut être dedans. Et du coup, on a une culture de fourrage par voie sèche.
Donc, les agriculteurs en France ont perdu cette culture de fourrage par voie sèche au détriment de l'ensilage. Et en fait, ils ont perdu la façon d'éviter l'oxydation des fourrages. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'avec Manu, Bruno, Émilie, tout ça, Émilie, chaque fois qu'elle vient me voir, elle m'apporte une petite boîte de chaussures. Et dans la petite boîte de chaussures, eh bien, il y a du foin tout vert. Et un foin qui est de qualité, il ne doit jamais être jaune, marron, vert, il doit uniquement être vert et être magnifiquement vert. Bien comprendre, quand tout à l'heure, Émilie, elle parlait du réfractomètre, on travaille, nous, beaucoup avec le réfractomètre pour savoir quel est le Brix du fourrage. Et en fait, quand on sort le Brix du fourrage, on va sortir le jus de plante. Et un jus de plante sur un fourrage, il doit être vert. Et quand on sort un jus de plante sur de l'ensilage, il est toujours marron, marron à noir, puisque systématiquement, il y a une oxydation. Donc, le fait d'avoir remis l'église un peu au milieu du village, alors il n'y a pas que ça, parce que Émilie et Bruno ont énormément travaillé sur leurs agneaux, sur leurs brebis. Ils ont des splendides brebis, des petites cosnardes, là, des petites cosses du Lot qui sont magnifiques. Et ils ont beaucoup travaillé. Hein. Ce n'est pas que les fourrages, hein, c'est vraiment des gens qui se posent beaucoup de questions. Et du coup, ils ont aussi travaillé sur le fourrage en rééquilibrant fortement, ce que l'a dit Bruno tout à l'heure, en rééquilibrant fortement, en remettant énormément de graminées. La graminée, c'est une plante qui tale, qui couvre le sol. Et quand on est dans le Lot, on est sur des endroits extrêmement séchants. Et le but du jeu, plus un sol est couvert, plus il est résistant au sec. Et plus on va associer, plus on va résister au sec, parce que c'est des espèces qui vont chercher plus bas leur eau. Et après, bien entendu, qu'il faut travailler sur le sol. Et en fait, c'est merveilleux de travailler avec eux, parce qu'à de temps en temps, Bruno m'envoie des petits SMS en me disant « tu fais ça, ça, ça ». Je dis « ben non, tu ferais comme ci, comme ça ». Oui, c'est super ce que tu fais. Voilà, c'est souvent super bien ce qu'ils font. Donc, voilà. Je ne sais pas si ce virus merdique là, il va faire changer les mentalités. J'ai un peu de mal à y croire quand même, parce que l'humain, voilà, pourquoi changer alors que ça marchait avant, quoi. Mais j'espère que malgré tout, pour la production, parce que quand même, je pense que chez Émilie, tout le monde morfle en agriculture, même s'ils ne sont pas confinés, les agriculteurs. Hein, ils continuent d'aller voir leurs bestioles, d'aller voir si l'herbe pousse, de semer les blés, de semer les maïs, les betteraves et tout le Bataclan. Mais j'espère quand même que l'humain français, qui est un peu plus haut que la moyenne, pourra dire il nous faudrait quand même savoir ce que c'est que produire des aliments de qualité. Moi, j'ai regardé hier soir un tout petit coup l'émission, j'ai entendu Gaël Giraud qui disait qu'il fallait qu'on change l'agriculture. Continuer à changer notre agriculture, c'est extrêmement important. Alors, j'ai trouvé ça nul, hein, ce qu'ils ont dit hier soir. C'était pas très grave parce qu'on le savait. Voilà. Mais j'espère quand même qu'on apprendra, on puisse apprendre un jour à nos éleveurs à continuer à travailler avec de l'herbe et avec de la vraie herbe. Moi, je dis toujours que je pense herbe, je rêve herbe. Je dis toujours, je ne fume pas herbe, mais il faut que j'y pense tout le temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Chantal. Mais c'est vrai que C'était génial. C'était génial. Ton témoignage est important parce que quand on parle d'alimentation, surtout en élevage, on ne peut pas faire abstraction effectivement de ce qui se passe au niveau du sol. Hein. Et peut-être qu'on a un petit peu oublié ça, quoi. Et totalement. Moi, je vais faire des liens effectivement avec l'humain. Quand on dit, je sais pas moi, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui c'est une aberration, ça n'a pas de sens, mais de quels fruits, de quels légumes on parle, cultiver comment? Est-ce que sincèrement vous pensez qu'il y a la même chose dans une carotte cultivée hors sol et dans une carotte qui est cultivée dans un sol qui a été travaillé, qui a été amendé, voilà, c'est une carotte, c'est pas une carotte. Voilà. Et je pense que voilà, chez vous c'est pareil, un foin c'est pas un foin, ce que vient de dire Chantal. Et effectivement, j'espère que pour faire changer les mentalités, c'est aussi pour ça que je fais ces conférences sur la bioélectronique, parce qu'il faut faire connaître cette méthode. Je pense que vraiment, elle n'est pas suffisamment connue. C'est revenir à des bases. C'est revenir à des bases. Je crois qu'on n'apprend rien ici. C'est pas qu'on n'apprend rien, mais on n'invente rien plutôt. On revient à des choses extrêmement basiques que les anciens connaissaient. Ils ne connaissaient pas la bioélectronique, mais ils faisaient sans doute ce qu'on fait là. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est communiquer sur cette technique le plus possible. Hein.
Donc, on va voir si ça change. Donc, il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Alors, par exemple, Sophie, quels sont les problèmes récurrents en élevage bovin qui sont diagnostiqués, entre guillemets, grâce à la bioélectronique? Donc, Charlotte, qu'est-ce que tu vas rencontrer le plus souvent en élevage bovin? Des déséquilibres de ration, des bêtes qui ne sont pas suffisamment hydratées, avec des glycémies basses et des corps cétoniques des fois trop élevés avant vélage. C'est un peu ce qu'on mesure sur tous les animaux. En Oui, fait. ouais. Je veux dire, on a beaucoup de problèmes d'avortement, par exemple. On retrouve des causes infectieuses, alors dans 50% des cas en petit ruminant et 25% en gros ruminant, ou l'inverse, je sais plus. Mais par contre, depuis qu'on fait des mesures avec Charlotte, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 90% des animaux qui sont en hypoglycémie et plus de 95% des animaux qui sont mal hydratés. Quoi. Et donc, je pense qu'on devrait se poser peut-être d'autres questions qu'aller mettre 500 € d'analyse à chaque fois pour chercher une cause infectieuse d'avortement où on trouve rarement quelque chose. Et c'est Bruno, il y a 4-5 ans, il avait des avortements. Un coup, un annulage, c'était de la chlamydiose, un coup, c'était de la fièvre crue, un coup, c'était de la toxo. Et depuis 2 ans, pourtant, il n'a pas fait plus de vaccination que d'habitude. Et depuis 2 ans, où l'alimentation va mieux, où l'hydratation, même si c'est pas encore ça, ça va mieux, où la minéralisation va mieux, et bien, il n'y a plus d'avortement. Voilà. Alors, Benjamin, ce qui veut pouvoir dire, ce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, des différences qu'on avait entre les rations papier et puis ce que montrait la bioélectronique sur les animaux. Donc, c'est vrai que Benjamin demande si finalement les normes actuelles pour les rations papier ne sont pas adéquates. Est-ce qu'on pourrait envisager ça? Est-ce que c'est ça ou le problème est ailleurs? Moi, je pense que d'une exploitation à l'autre, on ne peut pas avoir les mêmes valeurs de fourrage. Et c'est vrai que sur les rationneurs, on a tendance à avoir des valeurs INRA. Et du coup, on est un peu à côté de l'élevage que l'on suit, quoi. On part sur des approximations, parce qu'on n'a jamais des valeurs exactes de fourrage, en fait, même si on fait des analyses. Donc, du coup, après, caler des rations avec des approximations, c'est compliqué. Il faudrait faire des analyses avant des fourrages, etc. En fait. Il y a des éleveurs, ils le font avant, en fait, mais le problème, c'est que ils prennent un petit échantillon de leur fourrage, mais d'un champ à l'autre, ça varie tellement les valeurs que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des valeurs de fourrage précises. Même quand on fait une analyse dans un silo, au bout du silo, au milieu du silo et à la fin du silo, c'est jamais les mêmes champs, et du coup, on n'a pas forcément les mêmes valeurs en fonction de comment il est tassé, est-ce qu'il est bien tassé en haut, en bas. C'est difficile d'avoir une valeur sur tout l'hiver avec le même fourrage. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions de vive voix? Un par un. Vous ouvrez votre micro, vous posez la question. Est-ce qu'il y a des questions directes? Moi, je veux bien, Laurence. Vas-y, Benoît. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était sur le côté pratique des analyses. Donc, moi, je fais du conseil aussi. On parlait tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de faire les prises de sang n'étant pas vétérinaire. On n'a pas le droit non plus de les interpréter. Donc, c'est comment on fait sur le terrain avec tout ça? Alors, moi, je peux répondre parce qu'on est dans la même situation. Tu n'as pas le droit d'interpréter, tu n'as pas le droit de faire des mesures de laboratoire que font les vétérinaires, parce que pour les médecins, c'est pareil. Et donc, tu n'as pas le droit d'interpréter des mesures de vétérinaires. Mais là, en l'occurrence, on est sur des mesures de pH, de redox et de conductivité. Ce ne sont pas des mesures de laboratoire. D'accord. Donc, il n'y a pas de difficulté. Oui. Je peux me permettre de compléter justement la réponse. Oui. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement ne pas diagnostiquer. Parce que moi, même en étant vétérinaire, donc Céline Peu-de-Pièce, je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je suis vétérinaire. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le Lot. Et en fait, on ne peut pas
donner de diagnostic en disant c'est telle maladie. Voilà. Mais ça n'est pas ce que vous faites. Voilà. À partir du moment où on parle d'excès de protéines, vous parlez de trop d'énergie, on reste dans le domaine de l'alimentation. Donc, vous avez des préconisations qui ne posent pas un diagnostic. Alors, attention, par contre, si vous parlez de carence en oligo-éléments, par exemple, là, c'est pas bon, c'est un diagnostic. Ah oui. Par contre, voilà, attention. Les oligo-éléments rentrent dans une diagnostic médical, en fait. Si on parle du mot carence, c'est un diagnostic médical. Si on dit il manque, alors on est vraiment là-dedans. C'est juste pour. On peut rééquilibrer sans problème, puisque ça c'est de l'alimentation. Donc il faut juste faire attention aux mots, où on en est, où on va. Mais tant qu'on reste dans une analyse de la ration, de préconisations à faire, vous ne préconisez pas de médicaments, vous ne préconisez pas de. Donc c'est pas un souci. C'est juste attention, il ne faut pas appeler ça un diagnostic. Il faut appeler ça un audit, comme on veut, et c'est juste les mots sur lesquels il faudra faire attention, parce que dans ce que j'entends, vous restez vraiment dans tout ce qui est légal sans aucun problème. Donc ça veut dire dans les approches que vous faites là dans le lot, c'est donc vous faites les mesures sur bouse, urine, et c'est après le vétérinaire de l'exploitation qui va faire les prélèvements de sang ou l'éleveur. Oui. Et comment réagissent les vétérinaires quand vous les contactez pour faire une prise de sang et avec analyse BEV derrière? Il y en a qui sont intéressés et d'autres, ils viennent faire les prises de sang et après, on leur envoie le compte-rendu et voilà. Ils ne cherchent pas. Après, on a de bonnes relations avec nos vétérinaires sur le département. Donc, il y a une confiance réciproque. De toute façon, ils ne sont pas allés là-dedans. Ils n'ont pas forcément le temps d'y aller non plus. Après, voilà, quand on va en élevage, la plupart du temps, on les prévient. Alors, puis, voilà, on va aller sur certains élevages faire des mesures. Est-ce que ça t'intéresse de venir? Est-ce que ça t'intéresse pas? Ça dépend. Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas. On travaille beaucoup avec un vétérinaire qui, lui, fait de la géobiologie aussi. Donc, souvent, il fait des visites avec moi chez un chevrier. Donc, ça l'intéresse parce que les mesures, ça lui permet de voir aussi si les corrections qu'il a mis en place pour la géobiologie, ça tient, s'il faut qu'il repasse derrière. Voilà. Après, la méthode leur avait été, l'outil leur avait été présenté avant l'investissement, Émilie, si je me trompe pas. Et comme il n'y a aucun veto qui partait là-dedans, à un moment donné, GDS, on a dit, voilà. Ok. Puisqu'il y avait une demande d'éleveur derrière. Ouais. D'autres questions? Il y en a eu pas mal par le chat. Ça a été répondu au fur et à mesure, je pense. Donc après, oui, Céline. Excusez-moi. C'était juste plutôt une ouverture. Je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser, donc on ne va pas en débattre là, de travailler sur des projets de recherche. Justement en lien entre la géobiologie, puisque vous en parliez déjà plusieurs fois, entre la géobiologie et la capacité en fait de détecter des choses grâce à la bioélectronique de Vincent. C'est évident, hein, c'est ce qui nous manque. Hein. Moi, personnellement, c'est ce qui me manque énormément, de pouvoir faire de la recherche et pouvoir valider par la recherche ce qu'on dit, parce qu'on est encore sur de l'expérimentation. C'est-à-dire, on sait que ça marche. Là, on l'a vu, on n'a pas arrêté de le voir. On sait que ça marche. Mais après, pouvoir l'expliquer, moi j'ai envie de pouvoir l'expliquer physiologiquement. Il y a moyen, c'est clair, mais on n'a pas les moyens techniques. Donc c'est vrai que si on peut faire de la recherche, c'est le summum, quoi. Pour la bioélectronique, ça serait. Je vous propose qu'on se recontacte en dehors de cette conférence pour ne pas monopoliser, puisque moi, mon travail, c'est le service recherche et développement de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Ça serait super, quoi. Donc, merci de m'avoir accepté dans la conférence et je pense qu'on va continuer d'avoir accédé. Et puis, on va continuer, je pense, à travailler ensemble. J'avais essayé de contacter Pierre-Emmanuel Radig, mais j'ai paumé ses coordonnées. J'ai envoyé à quelque chose qui n'était plus du tout sa bonne adresse, puisque je l'avais de l'époque, il y a 10 ans, où j'avais fait des formations avec lui dans le Lot. Et c'est plus les bonnes coordonnées. D'accord, on verra, hein, Céline, mais du coup, on peut se faire une conférence, une visio aussi avec Manu. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est plus tard, on ne va pas monopoliser pour l'instant, mais c'était juste pour vous poser cette question-là. Merci tout cas. Merci beaucoup. J'ai vu que Jean-Marc, tu voulais parler, non? Non, c'est parce que est-ce qu'on peut faire de la recherche? Mais en fait, nous ne faisons que ça depuis 15 ans.
Parce qu'en fait, Oui, mais ouais. si tu n'avais pas existé depuis 15 ans toute seule dans ton coin à faire de la recherche et à pouvoir dire ce que l'on dit aujourd'hui, rien de ce qui se fait aujourd'hui n'existerait. C'est vrai. Donc c'est encore et toujours de la recherche, puisqu'en fait ça n'existe pas, ça n'existe plus, ça a existé, ça n'a jamais été approfondi. Et en fait, c'est grâce à ton travail depuis 15 ans de recherche permanente dans l'anonymat le plus complet, qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est une technique, mais en fait non, ce n'est que de la recherche depuis le départ. Mais c'est vrai que ça reste de l'expérimental, quoi. Mais si on pouvait. Et le champ d'investigation est immense. Immense. Mais là, on a pu le voir. Ouais. C'est un trésor. C'est vrai. un trésor, cette technique. Benjamin. Est-ce que, voilà, dans des personnes peut-être nouvelles, entre guillemets, qui sont venues sur cette conférence, qui ne connaissaient pas du tout la bioélectronique ou qui en avaient entendu parler comme ça, est-ce que vous avez des choses à dire, ne serait-ce que des petits ressentis par rapport à tout ce qui a été dit? Non? Est-ce qu'il y a eu des essais de fait sur des animaux de compagnie? C'est une des questions qui est passée dans le fil. Ouais, je crois pas. Si, mais sur un chien, je crois. Sur un chien. C'est un chien qui était à l'article de la mort et un vétérinaire avait lu les travaux de Louis-Claude Vincent et lui avait donné de l'eau de Volvic. Donc il avait juste changé son eau. Et voilà, mais il n'avait pas fait de mesures bioélectroniques. Par contre, effectivement, je ne sais pas si Sandrine ne doit pas être là, je ne l'ai pas vu passer du coup. J'ai eu une demande pour un chien qui faisait des crises d'épilepsie. Donc, Sandrine et Maïka donc, sont dans le 63, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vrai que je ne pouvais pas faire les mesures bioélectroniques. Je demandais à un collègue et ami, Xavier, de faire les mesures. Et depuis, donc on a fait les mesures donc sur un chien, mais on n'a fait que le sang. Après, vous comprenez bien que c'est compliqué de faire tous les liquides physiologiques. J'ai cru voir effectivement des questions passées par rapport aux liquides physiologiques. Les liquides physiologiques qui sont testés vont être adaptés à l'animal. Donc l'humain, c'est facile. C'est vraiment facile de recueillir tous les liquides sans salive, urine. Au départ, quand Pierre-Emmanuel est venu faire la formation en bioélectronique, donc moi je vais parler de l'humain, donc lui après il a fallu qu'il l'adapte aux animaux. Sa première question ça a été comment je vais faire la salive sur les bovins, voilà. Et puis voilà, donc il s'est dit je vais faire sur le rumen et c'est grâce à Manu finalement qu'on a des mesures sur le rumen et toutes ces explications qu'il nous donne sur l'importance du rumen. Donc après je voyais sur les volailles. Avoir de la salive de volaille, ça va être compliqué. Donc, prise de sang peut-être. Et donc, voilà, travailler peut-être plus sur les déjections au niveau des volailles. Il y a tout ça à faire. C'est comme dit Jean-Marc, on a un vaste champ de recherche qui va se mettre en place au fur et à mesure si on a des gens qui se forment à la bioélectronique. Donc, il nous manque une base de données. C'est de la recherche encore. On a énormément on est au tout début. Ça fait 60 ans que la bioélectronique existe. Et on n'en sait guère plus que ce qu'a mis au point Louis-Claude Vincent. C'est assez aberrant. Mais il n'y avait pas suffisamment de monde pour pratiquer, ce qui fait que ça n'a guère évolué. Voilà. Donc on a effectivement un vaste champ de recherche. Et concernant par exemple des arbres fruitiers ou des arbres, je sais pas moi, des sapins, tout ça, est-ce qu'il y a on va travailler que sur le sol? En fait, non. Tu vas donc tu travailles sur le sol et sur la plante. Donc plante pour moi c'est la plante, ça peut être l'arbre, voilà. Donc ça, par contre, on a quelqu'un qui a fait beaucoup de mesures, qui s'appelle Olivier Husson, donc qui est ingénieur agronome. Donc je vous engage à aller. Il a pas mal de vidéos sur Internet. Il a fait énormément de mesures.
Et donc, il fait vraiment évoluer la bioélectronique au niveau de l'agronomie. Donc, lui, il fait des mesures sur le sol, voilà, essentiellement des mesures de pH et de redox. Et puis, sur les feuilles, voilà, il travaille beaucoup sur les feuilles des plantes. Après, au niveau des fruits, des vergers, ils vont… son nom, c'est Olivier Husson, H-U-2-S-O-N. Voilà, il y a pas mal de vidéos d'Olivier sur ses travaux. Au niveau des arbres fruitiers, voilà, c'est pareil, ils vont mesurer le sol, bien évidemment. Ils vont mesurer aussi, ils travaillent beaucoup avec le Brix, donc le taux de sucre dans les fruits. C'est comme ça qu'ils vont voir la qualité de… Voilà, mais ils vont travailler aussi sur… ils font des mesures sur les feuilles. Voilà. Après, on peut faire des mesures sur la sève, voilà, il faut du matériel un petit peu différent. Voilà, travailler avec des micro-électrodes, il y a des électrodes qu'on plante, soit dans la feuille, on a des électrodes qu'on plante dans le sol. Donc après, le matériel s'adapte aussi là au fur et à mesure des domaines qui sont testés en bioélectronique. Alors l'eau est mesurée en bioélectronique, bien sûr. On n'en a pas suffisamment parlé là, mais bon, c'est la base en fait de la bioélectronique. Voilà. Aussi bien au niveau du sol, je pense qu'il y a une sacrée différence quand on arrose avec de l'eau du réseau ou avec de l'eau de pluie. Voilà. Au niveau du sol, il ne se passe pas du tout la même chose. Vos animaux, donc on l'a vu tout à l'heure avec Imini, si vous leur donnez une eau avec une bonne résistivité, donc pas trop calcaire, sans chlore, les animaux, ils vont boire plusieurs litres tout de suite. Voilà, on le sait aussi au niveau des chevaux, c'est pareil. Donc la qualité de l'eau est absolument essentielle. Pardon Laurent, on avait fait un essai nous avec les brebis ici, où on avait mis dans un parc un grand bac avec de l'eau de citerne et un bac avec de l'eau de réseau. On avait coupé les autres abreuvoirs. Ça a été flagrant, quoi. Finissait le bac avec l'eau de citerne et elle ne touchait pas l'eau du réseau. Et ton eau de citerne, elle avait quoi comme différence par rapport à l'eau du réseau? Le pH était moins alcalin et puis surtout, elle n'était pas dure. Voilà, la résistivité. Et pas chlorée. C'est un peu comme nous, hein. Boire de l'eau du robinet chlorée, c'est pas… on a du mal, quoi. Alors les bêtes… De toute façon, nous, ce qu'on dit, c'est que… moi, c'est ce que j'ai toujours dit, on ne peut pas opérer un redressement de terrain, quel qu'il soit, que ce soit le sol, que ce soit les animaux, si on ne change pas l'eau de boisson. Oui. Petite question justement sur l'eau. Est-ce que vous êtes en relation avec des sociétés qui ont des discours différents du discours classique qu'on a sur le terrain? Parce que sur le terrain, on entend quand même beaucoup, pour des ruminants, des bovins, il faut une eau à 7 de pH et puis chlorée pour qu'il n'y ait pas de germes. Est-ce que vous avez des sociétés qui voient les choses un peu différemment ou pas? Nous, on travaille avec Manure à Digue. Il y a des éleveurs avec la société Nature Éthique. Ils proposent un système, peut-être Chantal, elle expliquera mieux que moi, un système de traitement de l'eau avec de la vie. Et on a 2 élevages sur le département qui l'ont en test, qui l'ont acheté depuis 2 ans. Et après, on n'a pas été mesuré. Donc, mais Chantal va mieux en parler que moi. Donc en fait, c'est un système d'eau qui a un réacteur. C'est un système au départ qui est un système russe qui permet de potabiliser l'eau. Au départ, c'est les Russes qui ont mis ça en place pour pouvoir avoir une eau qui soit totalement désinfectante, quel que soit l'endroit du monde et quelles que soient les blessures de guerre qu'ils vont avoir à traiter. Donc, c'est une hydrolyse au sel qui va se faire, un sel de mer normal, avec donc une réaction chimique. Cette hydrolyse au sel va produire de l'anolyte, donc riche en anions et en électrons, et une catholyte qui est riche en cations, différemment. L'avantage de ce produit-là, c'est que si ça se déjecte, si ça rejette dans la nature, il n'y a aucun problème de pollution. L'anolyte est un produit qui est totalement désinfectant. Je ne sais pas, là, avec le produit, vous allez dire que je suis obsédée par le Covid, mais si on avait une machine à eau dans tous les hôpitaux, en 3 secondes, l'anolyte désinfecte la totalité d'un milieu.
Donc, instantanément, n'importe quelle utilisation, tu asperges quelqu'un d'anolite, il est désinfecté totalement en 3 secondes. Alors, juste, Chantal, ce qu'il faut que tu dises, c'est que l'anolite, elle a quoi comme paramètre bioélectronique, hein? Elle est hyper oxydée. Voilà. Elle est hyper oxydée, mais elle ne joue pas hyper oxydante. Voilà, d'accord. Mais effectivement, c'est le fait qu'elle soit sur des RH2, elle est à 42, 44, je ne sais plus, hein, c'est absolument faramineux. Donc en fait, il n'y a plus âme qui vive, quoi. À des taux de redox comme ça, il n'y a plus âme qui vive. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec toi, puisque malgré tout, si tu veux, dans les... Alors ça désinfecte, mais ça désinfecte, on a l'impression que ça ôte surtout tous les biofilms. La vraie avantage de l'anolite, c'est le biofilm. Parce que malgré tout, si tu veux, moi je l'ai testé sur des blessures de chevaux, avec des blessures où on a traité avec tout ce qui peut exister sur Terre, avec aucun résultat. En 15 jours, l'anolite, qui est de l'eau, hein, de l'eau, voilà, en 15 jours, le cheval a récupéré, mais c'était au niveau d'une articulation, mais extraordinairement bien, et en gardant la souplesse de ses tissus. Oui, mais je suis d'accord avec toi, parce que de toute façon, un biofilm, en général, un biofilm, tu as un petit peu de tout, hein, tu as de la bactérie, tu as du virus, tu as des algues, et en fait, c'est ce que je dis, c'est à partir de 42, 44 de RH2, rien ne peut se développer. Donc c'est pour ça que ça tue tout. C'est pour ça que c'est désinfectant surtout. Oui, mais Laurence, on le met dans le rumen des vaches. Et dans le rumen des vaches, ça marche. Ah oui, alors là, ça s'écrit Marie-Christine, ça s'écrit A-N-O-L-I-T-E. L-Y-T-E. Il y a un Y, le I. Anolite, oui. Vous pouvez regarder sur Internet. Hein. Oui. Arrêtez le micro. Si tu veux, aujourd'hui, il y a des exploitations, tout à l'heure on parlait des arbres, il y a des fermes au Maroc où chaque produit qui est cueilli est trempé dans de l'anolite. Instantanément, tout pathogène qui est, ou pas, hein, qui est sur le fruit va totalement disparaître. Et ces fruits ont une capacité de conservation qui va être exponentielle. Donc l'anolite est un produit qui coûte 3 francs 6 sous, mais alors rien quoi, ça doit coûter rien. Et le problème il est là. Alors après, dans les machines à eau, parce qu'on n'a pas fini, il y a introduit de la silice qui va donner une autre mémoire. C'est une silice qui est informée, qui va donner une autre résonance, une autre mémoire. Voilà. Voilà. Donc nous on travaille donc avec Manu, Gilles sur ces machines qui sont des machines Anaqua et qui par le groupe Naturéthique et qui fonctionnent extrêmement bien. Moi actuellement dans ma voiture j'ai à peu près 20 litres d'anolite que je distribue tous les jours. Après, il y a cette question effectivement de silice qui est importante, puisque la silice, ceux qui connaissent un petit peu la bioélectronique, hein, la silice permet de structurer l'eau. Voilà, et c'est sans doute ça le plus important. Voilà. Et donc je vois, oui, l'eau de pluie environ 12 000 ohms. Voilà, donc si on peut récupérer l'eau de pluie, même pour les animaux, en désinfectant quand même, voilà, c'est aussi intéressant, c'est d'avoir des résistivités qui sont très hautes. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va faire 2 heures hein, quand même. Hein. C'est bien. Ouais, simplement pour dire, je m'excuse. Simplement pour dire que je trouve que vraiment, on avait Roger Trucmuche là, il nous a permis de vraiment développer la BEV, quoi, Haute-Cinglé là. De qui tu parles? Roger, comment il s'appelait l'autre? Roger. Ah non, mais ça, non, mais c'est. Après, c'est même pas le sujet. Non, c'est vrai que c'est bon, c'est à piétiner. Malheureusement, la bioélectronique a piétiné parce qu'il n'y a pas de praticien. Je crois que c'est vraiment le gros souci.
Voilà. On a beaucoup parlé pendant des années de la bioélectronique avec le pH, le RH2, les 4 cadrans, les diagonales, machin chouette. Mais il n'y avait pas de praticien derrière pour vérifier si ça marchait ou pas. Et c'est vrai que moi, je me suis mise à faire de la bioélectronique il y a 17 ans maintenant. J'ai fait comme tout le monde, j'ai appris. J'ai cru ce que j'avais appris, ce qui est normal, parce que sinon, voilà, on ne se fait pas en apprentissage. Et c'est grâce aux mesures que je me suis aperçue que ça ne marchait pas. Que ce qui était enseigné traditionnellement en bioélectronique ne marchait pas à tous les coups. Et c'est comme ça que j'ai engagé effectivement de la recherche. Mais comme dit Jean-Marc, j'ai été longtemps toute seule. Combien de fois on a dit on n'est que deux, quoi. On n'est que deux à faire de la bioélectronique. Hein. Et c'est pour ça que ça a eu du mal à s'expanser. Donc là, c'est pour ça que tout ce qui existe aujourd'hui provient de tes travaux, d'où la BEVR, à savoir BEV rénové, parce qu'en fait tout ce que tu as mis en travaillé, tout ce qu'on a confirmé, validé avec tous les patients, etc. au niveau de la santé humaine, aujourd'hui, grâce à Manu et Chantal et etc., évidemment, il y a une démultiplication prodigieuse et joyeuse de tout ça. Mais en même temps, si tu n'avais pas tenu ça pendant 15 ou 20 ans toute seule dans ton coin, ça n'existerait pas aujourd'hui. Moi, je tiens à le souligner quand même. Oui, mais oui, parce que j'étais passionnée en fait. Je crois que dans l'anonymat et l'indifférence totale. Ah ben oui, mais donc, ça va changer. On n'en est pas encore dans la révolution bioélectronique, mais l'outil est prodigieux. Et c'est pour ça qu'on est convaincu depuis 20 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on est convaincu. Moi, je veux bien poser une question. Oui, Nathalie. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais, ok. Bon, j'aurais plein de trucs à dire, hein, mais je vais déjà poser ma question. Est-ce que vous vous êtes amusé à tester en BEV la solution de micro-organismes qui s'appelle des EM? Quelqu'un a mis son nez dedans? Non, ok. Je ne sais pas si on a des mesures de ça. Ok. Parce que quand on parle de désinfecter, alors les chevaux, forcément, moi, ça me parle beaucoup. L'herbe, ça me parle beaucoup. La nature entière, en fait. Et moi, je pars du principe je regarde la nature, je fais pareil. Et quand on désinfecte quelque chose, alors pour avoir eu des chevaux je viens du monde des courses, hein. J'ai bossé dans pas mal de pays différents. Enfin, j'ai pas fait que ça, mais bref, en gros. J'ai vu des blessures absolument atroces, des brancards dans le poitrail. Enfin, j'ai vu des trucs énormes. Le fait est que quand on désinfecte, à mon sens, hein, je dis pas que j'ai raison, on tue tout le monde. Or, dans la nature, c'est le principe de dominance qui prévaut. Et en fait, quand au lieu de désinfecter pour les maladies, machin, dans les hôpitaux, Amma, par exemple, dans ses hôpitaux en Inde, elle utilise des micro-organismes efficaces qui sont des gentils petits micro-organismes qui vont dans le sens de la vie. Et du coup, il n'y a pas des autres qui prennent pas place, quoi. Je ne sais pas si je m'exprime super bien. Voilà, donc je voulais savoir si quelqu'un avait mis son nez dans les EM. Alors je sais que c'est un pH acide, ça c'est sûr, rien qu'à l'odeur. Voilà. Et voilà, c'était juste ça. Et le principe de désinfection, pour moi, il est très humain quelque part. On éradique, mais ça colle pas. Dans ma tête, ça colle pas. Après, je pense qu'il y a une juste mesure et qu'il y a voilà. Hein, c'est ce que j'allais dire. Tout dépend de l'infection. Tout à fait. Parce que si effectivement l'animal ou l'humain est infecté, ça veut en amont dire que son système immunitaire n'a pas réussi à lutter contre. Oui. Et donc il y a des moments où moi je suis pas contre les médicaments. Voilà, quand j'ai mal à la gorge, je suis désolée, mais je prends des remèdes, pas forcément que naturels, pour éliminer le mal de gorge. Parce que ça veut dire que mon système immunitaire n'a pas été suffisant pour éliminer le virus ou la bactérie. Donc on peut de façon aiguë traiter avec des remèdes qui sont hyper efficaces. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut dire que le terrain n'est pas bon parce qu'il n'a pas su lutter contre. Et là, je te rejoins à 200%. Hein, voilà. Oui. C'est pour ça que la bioélectronique de Vincent, ça fait quelques années, j'avais mis le nez dedans. D'ailleurs, j'avais fait une analyse avec toi, mais tu t'en souviens pas, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. C'est à peu près une dizaine d'années.
Et j'ai trouvé ça très cohérent parce qu'on parle justement du global. Et moi, alors j'ai rencontré la permaculture aussi, qui n'est pas que cultiver son jardin entre nous, mais et qui parle justement du global. Et le global, vraiment, ça me parle. Donc, je suis super heureuse que tu organises ce genre de choses sur le net, parce que pour moi, c'est un outil. La BEV est vraiment un outil super important à mes yeux. Voilà. Je parle toujours que pour moi, hein, mais oui, c'est travailler sur le terrain. Et cette histoire de terrain, cette notion de terrain, il y a très, très, très peu de monde qui comprend ce que ça veut dire, vraiment. Ah, moi, je ne comprends pas l'inverse, en fait. Ben oui. Non, mais le problème, la question du terrain, c'est parce que ça, le gros avantage de la BEV et de Louis-Claude Vincent, c'est d'avoir donné des paramètres de mesure d'un terrain. Parce que le terrain, c'est quoi? On peut dire tout et n'importe quoi, alors que quand on parle de la maladie, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais en tout cas, on la nomme et on la cible et on l'identifie. Alors, un médicament, une maladie, ça c'est pratique. C'est un raisonnement qui ne va pas loin, mais qui est pratique. Et tandis que quand on parle de terrain, on parle de choses qui sont tellement complexes et de tellement éloignées et de global et de fumeux, alors que l'avantage de la BEV, c'est justement d'avoir donné des paramètres de mesure et donc un cadre d'évaluation du terrain. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, celle-là en est une, et elle a l'avantage d'être accessible avec des appareils qui sont finalement pas si compliqués que ça, et puis etc. Et donc à condition de vouloir s'y pencher et de faire des mesures. Mais en tout cas, voilà, le terrain de la BEV est ce cadre-là. Ok. Bon, ça va faire 2 heures, je pense qu'on va s'arrêter. En tout cas, merci vraiment beaucoup à Émilie et Charlotte qui ont accepté de faire cette conférence, de témoigner, à Bruno aussi. Chantal, je te remercie vraiment tout plein d'être venue aussi et d'avoir partagé ton expérience qui est énorme au niveau du sol et des fourrages. On se reverra. Et puis, merci à tous ceux qui se sont inscrits. Voilà, il y en a beaucoup qui attendent aussi la vidéo. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, même sans forcément connaître la bioélectronique. Il y en a qui sont intéressés par la méthode. Donc, je vous engage effectivement Donc, j'ai envoyé le lien à tout le monde. Et puis, le lien de la vidéo, quand elle sera en ligne, je vous engage à distribuer ce lien un petit peu à tous vos contacts pour qu'ils prennent connaissance. C'est pas pour ça qu'ils adhéreront, mais au moins qu'ils sachent que ça existe. Hein. Donc, je vais terminer comme ça, quand même, pour ceux qui ne savent pas que, effectivement, je suis formatrice, que je forme à la bioélectronique. Donc, s'il y en a qui ont été intéressés, vous irez voir sur mon site. Hein, c'est Institut de formation et de prévention bioélectronique.org. Donc, vous verrez un petit peu ce que je propose. Voilà. En tout cas, merci. Tout plein. Jean-Marc me dit, c'est la BEVR surtout. Oui. Tu as fait évoluer. Voilà. Donc, la BEVR, donc il y a bioélectronique et bioélectronique rénovée maintenant. Pourquoi rénover? Parce qu'effectivement, c'est en fait en réfléchissant, on a vu qu'on avait plus intérêt à travailler sur la dynamique des chiffres, des corrélations. Émilie en a parlé un petit peu tout à l'heure, des corrélations qu'on avait entre le sang, les urines, entre les pH et les RH2. On avait beaucoup plus d'informations qu'en prenant paramètre par paramètre, comme on a fait aujourd'hui par souci de simplicité, parce que c'était pas un enseignement de bioélectronique. On voulait juste vous montrer ce qu'on pouvait tirer de cet outil. Mais bioélectronique rénovée, pourquoi? Parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à la dynamique du bilan qu'aux chiffres en eux-mêmes. J'ai envie de vous dire, qu'on soit à 7,59 ou à 7,63 ou à 7 je ne sais pas quoi, si on est en alcalose, on aura la même interprétation. Par contre, si on est en alcalose et avec un RH2 complètement effondré, ce ne sera pas la même interprétation que si on est en alcalose avec un RH2 complètement élevé. Voilà. Et donc, c'est toute la différence entre la bioélectronique classique et la bioélectronique rénovée, effectivement, que j'ai mis au point. C'est vraiment faire des corrélations entre tous les paramètres pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc, voilà par rapport à BEVR.
Très bien. Je remercie tout le monde. Dès que la vidéo est en ligne, je vous envoie le lien. Et puis, rendez-vous sur une prochaine conférence. Je ne connais pas le thème, mais si vous avez, vous de votre côté, des souhaits, qu'on parle de quelque chose de précis par rapport à la bioélectronique, vous m'envoyez un mail et puis je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Très bien. Merci tout le monde. Au revoir. Bravo, merci. Merci.